À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. 20h-21h30, Saïd Hamda et son équipe jouent les prolongations en direct chaque lundi. L'émission Les Prolongations, nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque lundi soir pour une émission foot, total foot même. Et c'est là où je fais un petit clin d'œil à notre invité, Smaïl Bouabdella. Je suis très heureux de te recevoir pour la deuxième fois. Salut Saïd, merci de l'invitation. Je suis très heureux aussi. Merci beaucoup. Écoute, plaisir partagé. On aura de longs sujets à aborder ensemble. Mais avant ça, je vais présenter les autres membres de l'équipe. Juste à côté de toi, Hamida. Comment ça va ? Bah écoute, ça va nickel. Et toi ? Ça va super. Dès que je vois ton sourire, ça va. Et comment je vois tes blagues ? Il est fait avant et moi je l'ai fait pendant. C'est parfait. Mais je mets le copyright quand même, c'est très C'est important. toi le buteur. Moi je te donne le ballon, après c'est toi qui marques. Un vrai numéro 10, c'est ça. Il distribue et moi je vais distribuer la parole à Moha Jeden. Comment ça va Moha ? Ça va, et vous, comment ça va ? Ça va super, tu nous as préparé une petite palette. Alors c'est sur quoi ? C'est sur qui ? Dis-nous tout. C'est sur Karim Benzema et l'art du déplacement, je l'ai appelé. Voilà. Très très beau nom, on va pouvoir développer ça tout à l'heure. Et enfin, il est venu comme s'il allait à un mariage. C'est Youssef Ouamran. Je te vanner, je suis désolé frérot. C'était pas dans le conducteur ça. Non, c'était pas dans le conducteur là, c'est comme ça spontanément. Ok, non, grosse émission, grosse blague, pas de problème Saïd. En tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir aussi. Ouais, On c'est a en ça. régie Abdé et Flo qui font un travail extraordinaire. Au sommaire de cette émission, on va faire une petite interview au Bigot, c'est par Skype avec Sada Tube. Et on aura aussi en simultané sur le live de Smaïl Bouabdella un Instagram live où il y aura l'interview en Skype et en Instagram live. C'est une nouveauté donc On on va le faire précise. ça avec Sada, on va tout tester avec lui, ça va être notre cobaye. Voilà, exactement. C'est totalement Il nouveauté peut pas là. dire non de toute façon. De toute façon, Sada il est très fort en technologie. Voilà, Ouais. on l'a un petit peu pris en otage. On lui a dit j'espère que t'as 5 téléphones parce qu'on veut se mettre sur tous les réseaux. C'est là où ça me fait peur. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, au sommaire de cette émission, on va revenir sur le sacre lillois, seul au monde sur l'île du bonheur pour les hommes de Christophe Galtier. Comme on vous l'a dit, la palette de Moha sur Karim Benzema, puisque Benzema est de retour dans le circuit. Il revient en équipe de France à la surprise générale. Et on finira cette émission par une petite page Ligue des Champions en revenant sur les résultats de Chelsea et de Manchester City qui s'affrontent ce samedi. 100 000 banks dans les arrêts de jeu. Roi du business en prolongation. Oui, comme il a dit prolongation dans son dernier album, il dit c'est le moment. Alors là, j'ai forcé, je C'est peux le te moment. dire. On adore. J'ai mis en bas, j'ai mis roi du business en prolongation sur mon petit blaze en bas. On met le son, on a abusé du truc. Mais le vrai son, normalement, c'est ça. Ces prolongations, c'est comme si on remettait les compteurs à zéro. Dites-vous que c'est un autre match. Tu reconnais pas ou pas? Non, j'ai pas reconnu. J'ai reconnu Fianso, mais j'ai pas reconnu cet extrait. Olivier Tom. Ah, pas mal. Ah, on mal. a... Pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas. Mes enfants regardent. Et je regarde pas trop avec eux, mais très très bonne référence. Ça fait plaisir. C'est Je pour, croyais que vous étiez plus jeune que ça. Hein. c'est pour l'instant nostalgie. Ah, bah, tu sais, hein, on se refait pas comme on dit. Alors, est-ce que Sada est avec nous? Comme ça, on va enchaîner directement avec l'interview avec Sada. S'il est là, bah, on va l'accueillir tout simplement. Salut, ouais, je suis là. Salut Sada. Comment tu vas? Ça Tu va vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, ça va top. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il y a Smaïl qui est juste là. Si tu pouvais lui laisser un petit mot. Je peux lancer le live Ouais, bah, Instagram. Smaïl, tu peux lancer le live Instagram. Comme on t'a dit, Sada, on va essayer de faire sur 2 plateformes. Sur live Insta et en Skype. Ah, c'est bon, déjà on te voit très bien en Skype, c'est parfait. Et bah, Smaïl va lancer le live Insta. Si tu veux rejoindre son live sur Insta, c'est très très bien. Alors je lance ça, je te dis bonjour Sada et je vais lancer ça sur Instagram. Tu sais, le truc avec l'appareil photo orange là, normalement. Tu vois ce que c'est? Tu vois ce que c'est? Ah non, je vois pas. Bon, il faut que tu... Maintenant que je l'ai lancé, il faut que tu cliques pour dire rejoindre Sada. C'est bon? Bah normalement je sais pas, c'est à toi de le faire. Ah hein. bah, je te vois. Ah bah alors attends, je vais t'ajouter. Magnifique. Ça c'est magnifique. Un Il a grand réussi- moment de technologie en il a- direct. Il a réussi dès le début, c'est incroyable. Ah, Sada, quand même, les réseaux sociaux, on gère ça, semaine. c'est bon, ça y est. De moi? C'est bon? Non, je doute pas de toi, mais j'étais pas sûr. Sada, en plus, là, il y a la 5G au Canibou à Nanterre. Ah, je suis en wifi là. Ah, Ça se voit, il a dit je suis Sur en Wi-Fi, wifi, je suis en free wifi, tu veux dire. Regardez la Non. qualité. Toujours la wifi, là, c'est tu peux important à la baisser le maison. son, comme ça on évite l'écho normalement. Écoutez, on t'entendra. sur le téléphone, c'est très bon. Je vais juste te dire aux gens qui nous suivent sur Instagram qu'on est en live avec Monsieur Sadatube et aussi en live sur VL, l'émission Prolongation que vous pouvez trouver sur Internet. Exactement, c'est une très belle présentation. Sada, je vais revenir sur ta saison. Et la première question qui me vient à l'esprit, ouh là là,
On a un écho. Je pense que lui, il faut qu'il coupe le son. Ouais, c'est lui qui doit. Ah, il faudrait que tu coupes le son du live, Youssef Mehdi. Ouais, c'est bon. Magnifique. Non. Non. Ah, j'ai coupé le son du live. Ouais, bon, bah, je sais pas pourquoi ça fait comme Alors ça. je vais couper Je Instagram. crois qu'on va couper Et je Instagram. dis à bientôt, on en refera un promis une autre Mais fois avec, venez sur le site de avec VL, Sada. si Venez vous sur voulez VL, suivre. on est avec Sada Tube. Vous savez, le joueur qui marque des buts avec Angers et qui va très très vite sur le côté. On se retrouve sur VL Radio, ça s'appelle l'émission Prolongation et vous trouvez ça sur internet. A tout de suite, on vous retrouve avec Sada et tout le monde. Voilà, bon, Sada, on reprend. Je voulais qu'on évoque le match d'hier face au LOSC. Toi, on sait que tu as le cœur parisien. Est-ce que ça t'aurait fait plaisir d'empêcher Lille d'être sacré champion? Euh... Il a coupé le son des deux, je crois. Il a coupé son des deux. Ah, on t'entend pas, hein, Sada. Il y a Je peut-être sais son pas téléphone si qui a sonné. Ouais, tu m'entends? Ouais, là, Ouais, c'est c'est parfait. Ouais, c'est bon. Ouais, non, je te disais, Lille méritait d'être champion. C'est sûr que moi, j'aurais préféré que ce soit Paris Saint-Germain. Mais bon, Lille le mérite tout autant au vu de cette saison. Et ils l'ont prouvé à plusieurs reprises dans ce championnat et ils ont fait des gros résultats. Et ça s'est vu. Justement, ce match face à Lille, c'était le dernier match de ton coach Stéphane Moulin. Qu'est-ce que ce coach t'a apporté personnellement et quel message tu voudrais lui adresser? Bah, le coach m'a apporté beaucoup de sérénité, on va dire. Il m'a fait confiance et il m'a fait. Après, même si des fois on a eu des petites histoires, mais ça c'est avec tous les coachs. Voilà, il a toujours essayé de m'exploiter au meilleur de moi-même et il voulait toujours que je vise plus haut, que je progresse. Et il a toujours vu en moi que j'avais un potentiel. Et il m'a apporté de la persévérance et je lui en suis redevable et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Alors, Sada, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais à la mi-saison, à la 28e journée, vous étiez à 3 points de l'OM, vous étiez 9e. Comment Angers aurait pu jouer l'Europe si avec une meilleure constance? Je sais pas si c'est très clair. Bah, ouais, c'est vrai que la deuxième partie de saison, elle était moins bonne que la première. Après, je sais pas c'est dû à quoi, si c'est dû à un manque d'ambition ou le relâchement. On sait que le maintien était quasiment acquis. Nos objectifs, c'était le maintien, on le savait tous. Mais après, on pouvait espérer, voilà, on pouvait avoir d'autres ambitions, pourquoi pas accrocher la première partie de tableau, voire même la 5e place, vu qu'on n'était pas très loin, ça, c'est sûr. Et après, voilà, après aussi, on avait un calendrier qui était bien chargé, il y avait des grosses équipes. C'était un beau challenge. Et après, donc, on a enchaîné les mauvais résultats, malheureusement. Et on n'a pas, et voilà. Et malheureusement, les autres, ils ont gagné. Et on n'a pas su faire ce qu'on voulait faire. C'est ça, entre l'OM et vous, il y avait 3 points, je le disais. Aujourd'hui, il y en a 16. Comment expliquer que depuis mars, vous avez gagné qu'une fois, c'était contre Dijon. Après, le bilan, c'est 7 défaites, 2 matchs nuls seulement. Est-ce que c'est psychologique, physique? Comment tu peux trouver des raisons à cet échec? Franchement, il y a plusieurs raisons pour ça, mais on ne sait pas. Après, voilà, on ne se lamente pas sur. C'est pas une excuse. On savait que le coach allait partir. Il nous a présenté ça. Voilà, il nous a dit qu'il allait partir, que ça allait être sa dernière année. Après, il y a eu un tout. Après, il y a aussi eu des blessures, malheureusement. Il y a eu beaucoup de blessures, on n'a pas été épargné. Après, ça, c'est comme tout le monde. Après, il y a eu le Covid, c'était une année assez compliquée. Et ensuite, il y a eu un calendrier où on a rencontré pas mal de grosses équipes. Et d'ailleurs, qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Et malheureusement, on n'a pas pu faire mieux. Et on aurait pu faire mieux, ça on le sait, mais après c'est comme ça, c'est le football. Après toi, au niveau personnel, tu as 25 ans, tu es en plein boom dans ta carrière. Est-ce que tu envisages un départ cet été? Je te pose la question parce que moi je te verrais grave bien en première ligue. Franchement, je sais, honnêtement, j'envisage pas un départ, mais je suis ouvert à toute offre.
Franchement, moi, le plus important, c'est d'avoir un vrai projet, de jouer et de progresser. C'est sûr, j'ai envie d'aller un peu plus haut, de viser un peu plus haut. Mais ça, après, ça, je sais que ma saison, elle n'a pas été bonne cette saison-là, avec les blessures, ainsi de suite. Mais j'espère que je vais me rattraper la saison prochaine. Alors Smaïl, tu as connu Sada Thioub au Racing. Il y a un autre joueur de l'effectif, Ibrahim Amadou. Est-ce que tu peux peut-être parler de leur relation parce que tu les as connus il y a très longtemps? Je sais pas, peut-être que ce sera lui, Sada, qui nous en parlera mieux que n'importe qui. Comment vous vous êtes sentis tous les deux et en quoi c'est important, Sada, d'avoir quelqu'un dans son effectif en tant que partenaire qu'on connaît depuis longtemps, en qui on a peut-être un petit peu plus confiance par rapport à d'autres personnes. Quelle a été votre relation et qu'est-ce que cette relation t'a apporté, toi, tout au long de cette saison? Cette relation, elle a été bonne. Comme tu le sais, Ibrahim, il est au Racing. Il est un peu plus grand que moi, mais je l'ai connu quand j'étais petit. Et franchement, ça m'a fait super plaisir quand il nous a rejoints. Et même sur le terrain, elle a été bonne. Il me donnait des conseils, je lui donnais des conseils. On se cherchait. Et franchement, c'était plutôt pas mal. Après, moi, je sais on habite juste à côté, on est voisins. Et ça fait énormément plaisir à nos proches. On a des proches qui se connaissent. Et c'est un peu de tout. Et je suis super content. Alors, Sada, il y a des matchs internationaux qui arrivent très prochainement. Youssef avait quelques questions sur le Sénégal, donc je lui donne la main. Salut Sada. Salut Youssef, ça va? Ouais, ça va, merci Sada. Moi, je voulais te poser la question sur la sélection, parce que c'est quand même exceptionnel, tu es devenu international sénégalais. Je voulais savoir comment ça se passait en sélection, ton rôle dans l'équipe, comment tu te sentais au sein du groupe, et surtout de fréquenter des immenses stars comme Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. En fait, ça fait quoi de les croiser à chaque fois en sélection? Franchement, la sélection, c'était une énorme fierté pour moi, pour ma première sélection quand j'ai été appelé. Honnêtement, non, je ne m'y attendais pas. Et franchement, là-bas, ils m'ont très bien accueilli. Après, l'Afrique, le Sénégal, c'était un pays où les joueurs m'ont très bien accueilli. Ils m'ont bien fait découvrir l'Afrique. Franchement, c'est quelque chose de spécial de rejoindre le Sénégal. Et après, les autres, franchement, les stars, de côtoyer les stars à l'entraînement, au quotidien, franchement, c'est super cool. On peut en apprendre beaucoup. Mais honnêtement, c'est des personnes, ils sont vraiment humbles. Et ils se prennent pas la tête. Et ils te parlent comme s'ils n'avaient rien fait dans leur vie, ils n'avaient rien accompli. Mais franchement, ils sont vraiment humbles et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Et sur l'avenir, Sada, là, il y a une sélection qui va bientôt arriver à la fin du mois de mai. Est-ce que d'abord, tu penses y être et tu espères y être? Et pour la suite, est-ce que tu espères prendre plus de place au sein de l'équipe et du groupe? Enfin, comment tu vois un peu ton avenir avec l'équipe du Sénégal? Oui, j'espère y être à cette sélection-là. Après, ça, seul le sélectionneur peut le savoir. Après, comme je te dis, c'est à nous de montrer ça dans nos clubs, de mériter cette sélection-là. Et pourquoi pas après, de gratter plus de temps de jeu, d'être plus décisif. Et c'est comme ça que le coach fera en sorte que tu joueras un peu plus et te mettra un peu plus et de prendre de plus en plus de place. Et je vais revenir sur un épisode qui peut-être a été douloureux pour toi, mais qui a été joué pour beaucoup de personnes sur le plateau ici. Comment t'as vécu l'après-finale de Coupe d'Afrique perdue face à l'Algérie, où tu rentres en jeu, si je dis pas de bêtises. Donc comment t'as été un acteur principal de cette finale? Comment tu as vécu cet après-match, tout ce qui s'est suivi, les événements d'après? Dans cette finale, je ne suis pas rentré. Moi, je suis rentré dans le match de poule. Ok. Et dans cette finale, franchement, c'était douloureux, honnêtement, d'avoir perdu cette finale-là à la CAN. Après, comme tu le sais, d'où je viens, on a beaucoup de personnes qui sont algériens, etc. C'est-à-dire, j'entendais à chaque fois ce mot-là, cette phrase-là, vous avez perdu en finale contre l'Algérie. Franchement, ça... Au bout d'un moment, ça me gavait. Après, je suis riais, ça me gavait, mais franchement, ils l'ont mérité aussi. Et je suis tant mieux pour eux, mais nous, on était vraiment déçus. Et on espère, on va se rattraper prochainement. Alors, Smaïl, c'était une question aussi sur la CAN, sur les objectifs éventuellement du Sénégal. Tu peux y aller. Alors, j'avais une première question, mais je crois connaître la réponse. C'est qui est le plus fort entre Sadio Mané et Ryan Benkerry, Sada?
c'est Ryan Ismaël, tu Ouais. connais. C'était son numéro 10 quand il jouait au Ok. Racing et c'était son meneur de jeu. Il aimait beaucoup les petits pots. Exactement. Plus sérieusement, Non, c'est- c'est à cause d'Ismaël, ça. Ouais, bah, mais Le ça lui a servi quand même. Hein. On lui fait un gros bisou à Ryan. Plus globalement, Sada, au-delà de la CAN ou de ton parcours à Angers, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est peut-être un conseil de ta part. T'as pas un parcours complètement linéaire, avec un centre de formation très tôt, des débuts professionnels en Ligue 1 ou en Ligue 2 très tôt. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que tu arrives à ce niveau-là et que tu enchaînes maintenant des saisons en Ligue 1 à Nîmes ou à Angers? Bah, d'abord, après, c'est sûr, avec le foot, des fois, on a des périodes où on est un peu moins bien, c'est compliqué. Et c'est sûr qu'il faut jamais lâcher. Faut toujours avoir confiance en soi, c'est ça le plus important dans le foot. Parce qu'il y en a plein, ils sont partis au centre de la formation tôt, plutôt que nous. Et au final, des fois, malheureusement, ça n'a pas réussi. Et ça ne veut pas dire que s'il part avant toi, que forcément, ça sera lui sera professionnel, c'est obligatoire. On sait que voilà, on est plein à faire ce métier-là et il n'y a pas beaucoup de place. Et il faut toujours s'accrocher, et même quand on doute, il faut toujours s'accrocher et il faut toujours croire en ses rêves. Et au bout d'un moment, ça peut tourner du jour au lendemain et ça peut aller vite. En tout cas, Parce merci que moi, beaucoup. personnellement, je suis dans ma génération. Je crois que je suis l'un des derniers à avoir été au centre de formation. Le dernier, exactement. Ouais, je suis le dernier à avoir été au centre de formation. Et pourtant, moi, j'ai toujours cru en moi, j'ai jamais douté. Et personnellement, j'ai toujours dit voilà, que mon heure viendra un jour. Il faudra la saisir. En tout cas, demain, Aliou Cissé communiquera la liste des joueurs sénégalais retenus pour les matchs face à la Zambie et face au Cap-Vert. On te souhaite vraiment d'y être. Moi, j'ai juste une question, Ah, vas-y, Camilla. Sada. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce maillot? Je sais pas s'il le voit. Normalement, il le Je voit. le vois pas. Tu le vois Je ou le pas? vois, non, je le vois pas tout à fait. Attends. Quel... Un maillot. À moi, je crois qu'il me Tiens, le fait vas-y. moi, du coup. Faut l'embrasser. Bon, alors apparemment, il a beaucoup de valeur, donc je vais faire très attention. Ouais, fais attention. C'est toujours C'est le maillot mon rêve du- de me tenir c'est comme qui ça avec un maillot. Adidas, mais je vois mal en fait, faut zoomer. C'est un maillot Oh, ciel et sur blanc. ciel et blanc, tu rigoles ou quoi? Ah, Racing, c'est la Racing. Ah oui. Ah, mais voilà, c'est tout petit, Ismaël. C'est pas grave, faut que tu le vois plus que les autres celui-là. Oh. Là, ce maillot, il est vexé, je te le dis. Ah, le maillot ciel et blanc, c'était l'Argentine, nous, le Racing. Hein. Franchement, ce maillot-là, voilà, ça fait, franchement, on a traversé beaucoup de chemins avec ce maillot-là. Et je me rappelle des tournois quand Smaïl était mon coach, mon entraîneur. Franchement, même lui s'en rappelle, je pense, surtout le tournoi de Créteil. On a pas mal rigolé dans celui-là, honnêtement. Eh ouais, on aurait pu avoir le meilleur joueur et les plus beaux buts de la finale. On a eu le meilleur On a joueur, pas on a eu avec le toi. plus beau but de la finale, mais on a perdu au tir au but. Ils avaient tous peur de tirer. Ils faisaient tous les malins. Et c'est Sada qui avait mis un but exceptionnel du milieu de terrain. Et ils avaient égalisé de la même façon, Sarcelles. But du milieu de terrain, on avait perdu au tir au but, mais ça reste de très T'es très Riyad beaux Mahrez en souvenirs. face? Non, il est un petit peu plus jeune. Il est un petit peu plus jeune, je crois, à Riyad. Mais voilà, c'est des beaux souvenirs et Sada représente le foot avec beaucoup d'insouciance et c'est beau, je le trouve personnellement, qu'il se rappelle de ces bons moments avec les copains surtout et de ces belles émotions qui sont sûrement les plus naturelles et les plus accessibles à tous ceux qui aiment le foot. Sada, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, une bonne continuation et d'avoir la santé et d'aller plus loin. Bah écoute, avec plaisir. Comme je dis à chacun de nos invités, si tu pouvais, à la prochaine fois que tu marques, faire une célébration avec un P comme ça qui représente le P des prolongations, c'est un P qui est très vilain, hein, mais c'est un P comme ça. Bah, ça me ferait plaisir de voir ça, tu sais. C'est dur de faire un peu quand même. Avec C'est pas facile. C'est pas fastoche. Mais bon, Sada, on mise tout sur toi. On l'a fait avec Thomas Dasquet, il est défenseur central, il marque un but tous les 6 ans. Donc là, tu es notre plus gros espoir. Bah, là. ça va, vas-y. C'est bon, j'oublierai pas Youssef. merci avec plaisir, franchement, parce que dans la fin, on avait dit à Joris Correa. Il l'a pas fait. Entre temps, il a marqué 2 buts et il a pas fait. Joris. Et il a pas fait. Donc Sada, je mise tout sur toi. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et on te souhaite le meilleur, que ce soit à Angers ou ailleurs, et en sélection aussi, bien évidemment. Merci, c'est gentil. À bientôt. Salut À Sada. bientôt. Merci Salut. Sada. Salut Ciao. Sada. Ciao. On va passer tout de suite à la Ligue 1, championnat que tu aimes tant.
Alors, le championnat de France a rendu son verdict et c'est sans appel que Lille a fini champion avec 5 points d'avance. Les Dogs ne sont pas sur l'île de la tentation mais sur l'île de la consécration. Et oui, Ismaël, tu as pris du plaisir à regarder cette équipe de Lille cette année ou pas ? J'ai pris du plaisir, je pense, comme beaucoup de monde. Même ceux qui sont supporters du Paris Saint-Germain peuvent pas nier que c'était un vrai plaisir de regarder cette équipe. Et plus globalement, j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre cette saison, que ce soit la lutte pour le titre, la lutte pour la Champions, l'Europe ou la lutte pour le maintien. Ça a été vraiment passionnant et ça a été surtout indécis jusqu'au bout. Du vrai football plaisir. Alors, je cale le mot football plaisir pour faire plaisir à mon ami Jérély, qui m'a dit place-le dans l'émission. Je lui ai dit bah écoute, je me suis douté que tu l'avais eu quand tu as dit football plaisir. Il m'a envoyé un message tout à l'heure, il m'a dit place football plaisir. J'ai dit écoute, je le ferai. Il m'a dit fais la bise à Smile de ma part, donc je te le fais par télépathie. Gros bisous aussi à Jérély. Une grosse performance de la part des Lillois. Alors j'appuie bien dessus puisque c'est leur 4e titre de champion dans leur histoire et c'est le 2e en 10 ans. Est-ce que tu es impressionné, Youssef ? Impressionné en fait par le fait qu'ils aient tenu jusqu'au bout. Parce que ça arrive tous les ans qu'une équipe commence bien, qu'une équipe soit champion d'automne. On avait Marseille de Bielsa par exemple. Mais impressionné par le fait qu'ils aient tenu la pression et tenu la cadence jusqu'au bout, sur ça c'est un vrai exploit. Parce que tenir tête au PSG, parce que Lille c'est la régularité qui est consacrée aujourd'hui. Donc franchement chapeau à eux, chapeau au staff, forcément à Galtier et aux joueurs qui ont su avoir un groupe très soudé tout au long de la saison. Moha, le point fort de Lille, c'est, comme le dit Youssef, la régularité. Moi, je pense que le point fort de Lille, c'était Luis Campos. Ça, c'était pour moi le point fort de Lille, parce que Lille a réussi à chaque fois à faire des gros coups de recrutement très intelligents et en dépensant pas beaucoup d'argent. Quand je vois, par exemple, Çelik, qui vont chercher en 2e division turque, Botman, qui vont chercher à l'Ajax Amsterdam. Tu connais l'histoire de Çelik, comment il le recrute ? Non, je connais pas l'histoire. Tu connais pas l'anecdote ? Tu la connais, Asma ? Ils vont à la frontière turco, comment ça s'appelle, irakienne, je crois. Et en fait, c'est un endroit, c'est une zone de guerre. Et en fait, Campos, quand il parle au recruteur, il lui dit écoute, j'ai trouvé un joueur en 2e division turque. Sauf, le mec lui dit non, là-bas c'est impossible, on n'y va pas. Campos lui dit si, on va y aller. Parce que ce mec-là, c'est le latéral droit qu'il nous faut. Ils se sont déplacés pour aller le voir et ils l'ont recruté pour une bouchée de pain. Pour 350 000 euros, Ouais, très exactement. Donc, quand tu vois que c'est l'un des meilleurs latérales du Yilmaz championnat. gratuit. Ouais, exactement. Yilmaz gratuit alors que le mec il a 35 ans, d'où tu vas le chercher. Et même avant ça, tu vends Pépé, Quand etc. ils vont chercher Yatice aussi. Voilà, Yatice, Bon, tu vas chercher passeur Botman, du championnat, mais exactement, quand Caio Henrique, bon, que des super joueurs. Donc voilà, pour moi, ça c'est le premier point fort, c'était Luis Campos, parce que c'est lui qui a construit l'équipe. Le deuxième, c'est le changement de mentalité de Christophe Galtier, parce que quand on voit Christophe Galtier à Saint-Etienne et Christophe Galtier à Lille, il y a quand même une grosse différence dans les principes de jeu, dans la mentalité, dans la manière d'aborder les matchs, et même dans la manière de parler foot. Et la troisième, c'est la gestion de l'effectif qu'il a eu. Parce qu'au final, quand on regarde l'équipe de Lille cette année, c'est pas seulement une individualité ou deux, comme par exemple au PSG, c'est un groupe. Il y a un moment donné, il y a eu la période Ikoné, Bamba, après il y a eu la période Yazice. David, il était en grosse difficulté. Voilà, au début, et David là, était en début de grosse saison, difficulté, ouais. voilà, exactement. Là, il y avait la période un peu Ilmaz, etc. Et donc en fait, ça c'est un groupe qui a été fait par Galtier. Il a cru en tout le monde et il a donné confiance à tout le monde, et ça c'est magnifique de sa part sur cette saison. C'est vrai qu'à Lille, il n'y a pas d'individualité qui se démarque comme a pu être Nicolas Pepe, comme a pu être Victor Osimhen. C'est plus la force d'un collectif. Est-ce que Lille, cette saison, peut éviter de se faire dépouiller au mercato, Smaïl ? Ça, je crois que ça va être très très difficile parce qu'ils vont avoir certaines obligations. Il y a aussi à la base, avant que ce soit la nouvelle direction, un projet avec du trading. Ils se sont jamais cachés dessus. C'est pas un gros mot. On peut même avoir des titres, se qualifier pour la Coupe d'Europe et ensuite être champion de France face au Paris Saint-Germain et remporter comme ça la Ligue 1. Maintenant, il y a quand même des joueurs qui vont être attaqués, qui vont être sollicités. On parlait de Yazice, Sven Botman, Maignan, Soumaré. Ikoné qui a des Bamba aussi, Burak Yilmaz peut-être pas quand on regarde comme ça, mais je pense qu'il peut rendre beaucoup de services à beaucoup d'équipes encore, donc ça me paraît très très difficile, mais il suffit juste de regarder l'entraîneur. Christophe Galtier ne devrait pas rester à Lille. Si déjà l'entraîneur ne reste pas et s'inscrit pas dans la continuité après le titre, je parle puisqu'il est là depuis un peu plus de 3 ans, c'est qu'il y a peut-être une nouvelle ère dans cette forme. Moi, personnellement, c'est ma rengaine depuis plusieurs temps. Moi, ça me rend triste, en fait, de savoir que notre champion de Ligue 1 va perdre tous ses meilleurs joueurs et peut-être son coach. Ça arrive qu'en France.
Je suis triste et à la fois fataliste. Je me dis que quand tu es Lille, face à des budgets comme les budgets de la Première Ligue, si Liverpool vient poser 60 millions sur Sven Botman, je la porte sur mon dos, moi, Sven Botman à 60 millions. En fait, c'est... Bah oui, bien sûr. On ramène des dates et du lait avec elle. Il y a des envies, mais il y a une réalité économique. Mais oui, moi j'aimerais que cette Et puis, équipe... il y a des dettes aussi qui Après, ont ça auprès va de- changer Moi aussi, j'aimerais hein. que cette équipe arrive en Ligue des Champions avec cet effectif-là, Exactement. puisse tenter quelque chose en Ligue des Champions. Ça ne veut pas dire qu'elle réussira, ça ne veut pas dire qu'elle aurait plus de chances de réussir, mais on aime ces belles histoires, on aime la continuité. Mais quand vous regardez bien, cette équipe-là, elle est différente par rapport à celle de la saison dernière, elle est Bien encore sûr. plus différente par Bien rapport sûr. à celle d'avant. Donc je crois que Lille a aujourd'hui, avant peut-être la saison prochaine, une façon de fonctionner. Est-ce que la nouvelle direction va apporter plus de stabilité sur le temps ? Je le souhaite aussi aux supporters lillois parce qu'on s'attache plus à des joueurs qui restent beaucoup Clairement, plus oui. longtemps et ça donne un sentiment et un attachement plus fort et plus particulier. Mais je suis un peu fataliste par rapport à ça. C'est vrai que sur les prochaines années, ça va changer, puisqu'en Première Ligue, ils vont mettre un système de points qui va permettre à plusieurs joueurs français de ne pas avoir assez de points et qui vont rester dans notre championnat de facto, puisque ça va coûter beaucoup trop cher et dans les autres championnats, on n'a pas l'habitude de mettre des aussi grosses sommes. Alors tu en parlais, Smaïl, Christophe Galtier, c'est l'homme providentiel de ce Lille. Est-ce que Lille doit tout faire pour le conserver, Hamida ? Pour moi, oui. Ce qu'il a fait avec cette équipe, c'est incroyable. Après, il faut lui laisser du temps également. Mais je pense que pour la Champions League l'année prochaine, ils ont tout intérêt à le conserver. Après, est-ce que lui veut rester ou pas, c'est une autre question. Mais pour moi, Lille doit le conserver, bien sûr. Même pour poser la question à l'envers, est-ce que pour lui-même, c'est intéressant de quitter Lille, sachant qu'il a une place en Ligue des Champions, d'aller dans un nouveau projet avec un nouvel effectif à Ça découvrir ? dépend de Une sa place relation. avec, oui, une place la- avec quelle équipe sur le terrain. Parce que là aujourd'hui, Youssef. s'il part aujourd'hui, Galtier, aujourd'hui, on peut lui ériger une statue à Lille. Parce que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel, Ouais, c'est c'est exceptionnel. un miracle. Donc aujourd'hui, repartir avec une équipe moins forte, avec des départs, avec un effectif qui va moins maîtriser lui-même, parce qu'il aura les contraintes financières, est-ce qu'il n'a pas tout à perdre, justement ? Est-ce que ne pas partir sur un nouveau projet où il aura carte blanche avec des moyens financiers, en rebâtissant son équipe ? Parce que, juste pour faire le comparatif, il faut savoir que Monaco est champion en 2017. Donc le gros artisan de Monaco, c'était Luis Campos. Point commun avec Lille aujourd'hui. Exactement. L'année C'est du toujours, titre, c'est toujours l'homme clé, Luis Campos. le mercato d'après le titre, Bakayoko, Bernardo Silva, Mbappé, Fabinho. Germain, Fabinho partent il part un tous. an après. Ah, il part un an après, c'est vrai. Tous c'est ces- vrai. l'été après le titre. crois qu'il y a tous ces Mendy joueurs-là qui part quittent. aussi. Mendy Et Mendy aussi, aussi. exactement, qui part aussi. L'année d'après, Monaco arrive à peu près à stabiliser. Ils finissent podium. L'année d'après, donc 2 ans après le départ de Campos, Monaco finit 17e. C'est Ils la sont saison à- avec ouais. Thierry Henry. À avec deux doigts de descendre. deux doigts de descendre. Donc, quand vous imaginez la suite, je pense que Galtier a tous les éléments en main. Est-ce qu'il se dit pas, c'est le bon moment, Campos il est parti, il y a peut-être des mauvaises nouvelles qui vont arriver. Est-ce que c'est pas le bon moment pour repartir sur un nouveau projet et sur un truc plus fiable sur le long terme? Moi, je me pose la question. Alors Moha, Moi, là où j'ai pas compris Lille, bon après il y a peut-être des conflits en interne, etc. Mais là où j'ai pas compris Lille, c'est que tu sais que tu as des joueurs qui ont une valeur marchande qui ont quintuplé peut-être au cours de la saison parce c'est des mecs qui ont été dans la lumière tout au long de la saison sur le championnat de Ligue 1. Le mec qu'il te faut pour reconstruire une équipe, c'est Luis Campos. Tu vois. C'est Luis Campos, c'est lui qu'il te faut. Donc à un moment donné, pourquoi tu fais pas tout pour le garder? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour moi, je pense que Lille doit garder Galtier parce que ça fait 3 saisons maintenant. Il les a sauvés de la relégation quand ça s'est super mal passé avec Bielsa. L'année dernière, il fait 4e. Pour moi, sans le Covid, c'était largement au-dessus de l'Olympique de Marseille. Ils auraient dû finir devant l'Olympique de Marseille et jouer avec des champions. Cette année, ils finissent champions. Pour moi, dans la continuité, Galtier doit continuer avec Lille, sachant que, et surtout, moi je le dis, me concernant, quand on était à Saint-Etienne, je détestais Galtier dans sa manière de jouer, etc. Et moi, il m'a beaucoup surpris à Lille, surtout en première partie de saison, où pour moi, ils ont éclaboussé même en Europe. Ça a été très très beau à voir. Mais pour moi, Galtier doit rester. Mais pourquoi Lille ne reste pas? Moi, je pense plus qu'il y a des conflits en interne qui se passent, plutôt que réellement un projet club qui ne lui convienne pas ou autre. Je pense. Alors Smaïl, tu vas être notre président, tu vas trancher, oui, petit clin d'œil à l'équipe. Et tu vas rejoindre, si tu veux étranger entre Youssef et Moha, doit-il partir, doit-il rester? Alors, moi, je pars du principe qu'il ne faut pas garder les gens quand ils ont envie de partir ou quand ils manifestent tant leur désir de partir. Le plus important, c'est Lille.
le club, l'histoire du club, c'est le 4e titre. Il y en a eu avant, il y en aura, je l'espère, pour les Lillois, d'autres après. Si à un moment Christophe Galtier a autant la tête ailleurs, ce qui est plus que légitime, qu'est-ce que vous pouvez avoir contre ça? Est-ce qu'à un moment, quand ça va être plus compliqué, il va pas se dire je suis resté, mais là je suis vraiment fatigué. Mieux vaut ne pas faire la saison de trop et partir comme ça, mais mieux vaut aussi peut-être le laisser partir et réenchaîner sur une nouvelle histoire, sur une nouvelle façon de faire, sur une nouvelle façon d'investir et une nouvelle façon de vendre les joueurs. J'ai la même idée avec les joueurs. Je pars du principe que quand vous êtes un club professionnel de haut niveau, si quelqu'un manifeste son départ de partir, pour un entraîneur, il peut être libéré, on n'a pas à payer sa fin de contrat, ou le club qui le récupère peut payer la fin de son contrat. Pareil pour un joueur, tu veux partir, nous on a mis ta valeur à 30 millions, un club nous donne 30 millions, tu pars. On trouvera d'autres joueurs avec l'argent qu'on a récupéré sur ta vente, on récupérera des choses. Tout le monde avait peur quand Osimhen est parti de Lille. Ils ont vendu Osimhen un paquet d'argent, ils ont récupéré Burak Yılmaz gratuitement. Donc c'est que c'est possible. Mais si d'office vous restez un peu à contre-cœur, vous avez quelques freins, à un moment, ça pourra pas tenir sur la durée. Mais il y a eu moi, après l'émission, les gars, je vais mettre, et Hamida aussi, je vais mettre une somme sur vous pour vous libérer de votre contrat ici. Je vais déterminer une somme. Je dois avoir 10 euros. 10 euros? Non, je peux pas le libérer pour 10 euros. Il a une valeur inestimable pour moi. Non, je suis désolé. Non, juste pour cet exemple-là, en fait, on a eu le meilleur exemple possible. C'est Zidane quand il gagne le championnat avec le Real Madrid. Pourtant, il est champion. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin de saison? Il annonce son départ. Oui. Parce qu'il sent que là, ça va être la saison de trop, que ça va être à contre-cœur, que l'effectif arrive en fin de cycle. Et on a eu aussi le cas, ça s'est passé un peu moins bien avec Bielsa. Aujourd'hui, Bielsa, pourquoi il a une image si forte à Marseille? C'est parce que la saison qu'il a fait, elle est exceptionnelle. Et s'il y avait une deuxième saison qui s'était mal passée, peut-être que ce serait plus mitigé aujourd'hui pour Bielsa. C'est vrai. Bon, je veux juste qu'on se focalise aussi sur 2 joueurs. Le premier, c'est Burak Yılmaz, parce qu'il faut quand même en parler. Je vous ai préparé un petit peu une affiche statistique. Alors, Yılmaz est impliqué sur 20 buts cette saison en Ligue 1, donc 15 buts et 5 passes décisives. Deuxième meilleur buteur en Europe pour un joueur de plus de 35 ans, derrière Cristiano Ronaldo qui a mis 27 buts. Comment résumer la saison de Burak Yılmaz? Parce qu'il n'était pas du tout attendu. C'était vraiment un joueur de complément qu'on a pris pour 0€, limite pour faire le nombre. Pour remplacer Loïc Rémy. Qui faisait le nombre lui aussi l'année d'avant. Yılmaz, c'est un coup de génie. Il n'y a rien d'autre à dire. Le mec, il a 35 ans, il vient pour 0€. Quand tu vois par exemple que l'Olympique de Marseille va chercher Benedetto, etc., et qu'ils n'ont jamais eu le rendement d'un Burak Yılmaz, alors que le mec, il est en fin de vie footballistique, Yılmaz, c'est exceptionnel dans ce qu'il fait. Le mec, il fait tout. Il défend, il fait le press, il a 35 ans. Il a un volume de jeu incroyable, il met une intensité incroyable dans ce qu'il fait. Et puis, au-delà de ça, c'est l'apport psychologique qu'il apporte à l'équipe. Quand Lille, à un moment donné, Lille a un coup de moins bien, de janvier jusqu'à mars, où ils tâtonnent un peu, ils font un peu du surplace. Lui, quand il marque, il fait gagner son équipe. Et en plus de ça, il dégage un message fort avec ses déclarations d'après-match, avec même ses pendant les célébrations, etc. il est très fédérateur, c'est un peu c'est comme ça qu'on les réveille. Le mec, en fait, il t'apporte plus que des choses footballistiques, en fait, il te dégage un message. Et en fait, c'est ça qui a été impressionnant pour moi avec Yılmaz. Youssef. En fait, sur les joueurs de cet âge-là, j'ai remarqué une chose. Je vais vous prendre 2 autres exemples. Ibrahimovic, qui a 39 ans, qui performe, et Pepe, parce que Pepe, on en a parlé récemment avec des champions. Le point commun entre ces 3 joueurs-là, au-delà de l'âge, c'est la force de caractère. En fait, c'est des joueurs qui ils s'en foutent de leur âge en fait. Malgré leur âge, ils ont un caractère, une motivation et un professionnalisme. On peut ajouter Thiago Silva aussi, qui rentre dans cette veine. Thiago Silva, mais il a moins la grinta que. Ouais, il a pas du tout la grinta. Il a une grinta moins expressive, je dirais. Il a beaucoup moins le côté leader surtout. Ouais. C'est vrai. Après. Il entraîne beaucoup moins. Il n'est pas fédérateur. Hein, qui de toute façon naturellement vont entraîner quand vous le voyez. Mais je pense que dit Saïd, c'est par rapport à l'exigence. Il a une exigence envers lui-même, Thiago Silva, ce qui fait qu'il a encore un très bon niveau aujourd'hui. Mais c'est pour ça quand on parle de l'âge, en fait, l'âge mental de Burak Yılmaz, il est exceptionnel parce que la force qu'il a, et quand on parle de fédérateur, là c'est des moments, Lille, où ils ont une grosse pression quand même, être observé, être chassé. On dit souvent que c'est très dur d'être chassé dans le sprint final, et un mec comme Burak Yılmaz, c'est le symbole du titre de Lille, tout simplement. Alors, un autre joueur que je voulais mettre en avant côté lillois, c'est Mike Maignan. 21 clean sheets, c'est le numéro 1 en Europe, 50% de taux d'arrêt sur penalty, 77,8%, on est très précis ici,
sur les tirs arrêtés et 23 buts concédés seulement. Alors, il n'a pas gagné le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Est-ce que c'est logique face à la concurrence de Keylor Navas? C'est les joueurs qui votent. Donc, pas d'avis. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Ce sont les joueurs qui votent. Je suis ni surpris, ni révolté, ni autre. Ce sont les joueurs qui votent. Si c'était des journalistes ou d'autres personnes qui sont pas sur le terrain ou les supporters, on peut débattre. De toute façon, si ça avait été Mike Maignan meilleur gardien, on aurait pu débattre de Keylor Navas. Moi, personnellement, je pense que Mike Maignan le méritait plus. Mais à partir du moment où ce sont les joueurs qui votent, j'ai pas d'avis. Alors, Mike Maignan devrait partir. Hamida, est-ce que tu lui conseillerais de rester à Lille pour s'affirmer avec Lille, ou est-ce que tu lui conseillerais de prendre sa chance en Europe? Alors, on parle du Milan AC qui serait prêt à mettre 15 millions d'euros, sachant qu'il lui reste qu'un an de contrat. Moi, à sa place, je pars. Je pense que, je vais pas dire qu'il a fait le tour à Lille, mais je pense que là, c'est vraiment le bon moment pour lui de partir et d'exploser dans un top club européen. Puis à 15 millions, si je suis Lille, je le laisse partir. C'est la même chose que je disais tout à l'heure. À un an de la fin de son contrat, 15 millions. Je le ramène à la gare. Bah oui. Connaissant Lille, et il leur reste peut-être des fiches de joueurs à aller chercher. Sûr. Ils ont peut-être déjà travaillé sur le on parle du futur numéro 1 de l'équipe de France. Exactement, clairement. Non, mais surtout qu'en plus, ça fait plusieurs saisons en Ligue 1 qu'il confirme. Il fait des grosses saisons à chaque fois. Franchement, pour moi, il a prouvé en Ligue 1. Il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, il faut qu'il aille chercher plus haut pour sa progression personnelle. Et ce qu'il y a de très très fort, Christophe Galtier le dit hier en interview, il parle de lui. Il parle pas de cette saison. Il parle de son travail et de sa progression. C'est un poste particulier, évidemment, le poste de gardien de but, où physiquement, techniquement, il faut être fort, il faut être prêt, mais aussi mentalement, il a peut-être eu des charges de travail beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes et beaucoup plus élevées que ce qu'il avait avant. Je crois que c'est au-delà de ses qualités, c'est cette progression, ainsi que cette régularité qui font qu'il a été un homme déterminant, au même titre que Burak Yilmaz. 23 buts encaissés seulement cette saison. Et autre chose, c'est pas beaucoup du tout. Le marché des gardiens, c'est un marché très compliqué. Oui. Vous vous rappelez de Ruffier? Tous les ans, on disait il a pas de club. Parce qu'en fait, les marchés des gardiens, c'est s'il n'y a pas de place qui se libère, tu peux être autant bon que tu veux. T'es bloqué. T'es bloqué. Donc là, Donnarumma va peut-être partir. Je suis pas sûr que ce soit au Milan, la meilleure destination pour un gardien. Tu le verrais où, toi? Aujourd'hui, il faut qu'un gardien parte d'un top club européen et qu'il vienne prendre la place. C'est ça. Donc il faut une conjoncture parfaite. C'est dur. Mais toi, tu le verrais où, du coup, Smaïl? Ça dépend d'où les gardiens partent. Mais Milan est en train de gagner en stabilité depuis pas mal de saisons. Ils vont retrouver la Ligue des Champions, donc il va y avoir un nouvel élan. Mais moi, je le vois même à la Juve, je le vois même dans des meilleurs clubs aujourd'hui que le Milan. Et quand je parle de la Juve, meilleur que le Milan, je parle pas de cette saison. Je parle des 10 dernières saisons. Bien sûr, J'imagine très mal la Juve enchaîner une deuxième saison comme celle qu'ils viennent de faire cette année. Je regarde plus sur les 10 dernières saisons plutôt que sur celle qui vient de se terminer. Mais c'est impressionnant ce qu'il a fait et la progression qu'il a pu avoir sur les dernières saisons. Et c'est Christophe Galtier qui le disait. Il a voulu le marquer. Ça fait 10 minutes qu'on fait le débat sur... Personne n'a fait la remarque sur ton jeu de mots. Ouais. Qui est quand même... Mégan de fer. Merci Youssef de mettre en valeur. Elle est technique. Merci Youssef. J'avais vu la Bourraca lilloise. Et j'avais bien aimé la Bourraca lilloise, mais là j'avais pas fait gaffe, je suis un peu dyslexique, je voyais pas toutes les lettres mélangées. Tu comprends pourquoi je veux pas te le vendre pour 10 €? Tu comprends sa valeur dans cette émission? C'est mon capitaine. Je comprends. En tout cas, pour clôturer ce sujet sur Lille, une petite question pour vous taquiner. Est-ce que c'est Paris qui était pas assez fort ou est-ce que c'est Lille qui était trop fort cette saison? On va terminer sur ça pour Lille. Moi, je suis pour la méritocratie. Si quelqu'un ne s'assoit pas, il faut aller chercher l'autre place. Lyon, Monaco aurait pu le chercher. C'est Lille qui a gagné les matchs et personne n'a donné ses victoires à Lille. Magnifique, je vous donne pas la parole sur cette question. Vous pouvez pas mieux faire que ça. Les gars, partez en tout bien, tout honneur. C'est très important. Alors justement... Tu donnes la parole à chaque fois au début parce que sinon on va jamais parler. C'est vrai. C'est vrai. Nous n'avons pas son éloquence. La semaine, il va se dire, oh là là, arrêtez ça tout de suite. Alors justement, Paris, on va en parler puisque Paris a connu une saison quasi blanche. Une Coupe de France seulement. Bon, ça reste quand même la 14e de l'histoire du PSG, ce qui n'est pas à minimiser. Je vous propose d'écouter Kylian Mbappé qui s'est longuement exprimé hier après match et aussi avant le match quand il avait fait une interview avec Laure Boulot. Alors je vous propose d'abord l'interview d'après-match et après on discute de ce qu'il raconte. Mais je pense que les gens, ils ont vu, tout le monde a vu. Je pense que quand les gens voient, c'est plus facile ensuite de tirer des conclusions. Mais il n'y a pas de souci. Voilà, on a perdu le titre. Maintenant, il faut se concentrer sur le futur. Quand il dit « on a vu »,
De quoi Tout le parle-t-il? monde Alors, sait il y a ce qu'il beaucoup veut. il y a beaucoup de choix, voilà, il y a beaucoup d'interprétations. Est-ce qu'il parle des postes faibles, notamment? Moi, en tout cas, Moi, c'est je- mon interprétation. Est-ce qu'il parle C'est la de même la chose. qualité de l'effectif qui est Ouais. un petit peu disparate, Hamida? Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il parle de Bakker, Florenzi. Mais non, Hamida mais- donne des noms directs. Alors, Bakker, Florenzi, noté. Fais non. pas un braquage avec elle. Hein. Ah ouais, Ah direct. ouais, je balance tout le direct. monde. Même mes parents. Non, mais plus sérieusement, je pense que oui, il parle de l'effectif, il parle de certains manques à pas mal de postes. Et je pense qu'il veut clairement faire passer le message que si on veut gagner une Ligue des Champions, avec cet effectif, c'est très compliqué et qu'il va falloir recruter du lourd. C'est vrai, il met des conditions au niveau qualitatif de l'effectif, selon vous aussi? Ouais, mais pour moi, clairement. Mais après, le PSG, ça fait un moment déjà qu'ils ont des problèmes en termes de latéraux, déjà pour commencer. Ils n'ont pas ce milieu ou ces deux milieux de terrain-là qu'il leur faudrait au niveau de l'abattage, au niveau du volume de jeu, de l'intensité. Ce serait pour moi le profil de joueurs qu'il leur faudrait. Et surtout, quand tu vois que là, tu as Thiago Silva qui est parti à Chelsea, mais qu'ils ne l'ont même pas remplacé, c'est quand même. Moi, Ouais, moi c'est je trouve lunaire. ça grave, c'est une erreur professionnelle. C'est une faute professionnelle. Et quand tu vois, par exemple, j'en parlais hier avec un ami, Wesley Fofana qui est parti pour 30 millions d'euros à Leicester, j'ai encore vu le match de Wesley Fofana contre Chelsea, c'est un joueur qui est très très fort. Donc moi, il était dans notre championnat, c'est en 2001. Moi, là où j'en veux un peu au Paris Saint-Germain par rapport à Wesley Fofana, c'est que ça aurait été pour moi la succession parfaite pour Thiago Après, Silva. c'est des paris. Hein. Saliba aussi Bien a sûr. fait le voyage en Angleterre Bien pour sûr, 30 mais millions ça a d'euros. marché. Et c'est pas le même succès. Mais ça a marché parce que Leicester a vu Wesley Fofana et a vu que Wesley Fofana pouvait atteindre un niveau comme ça en première ligue. Et pour moi, en Ligue 1, bah, il aurait largement eu le niveau. Alors, Smaïl, sur Kylian Mbappé, est-ce que la prolongation de Neymar, c'est la première garantie que le PSG lui a présentée? Bah, apparemment, ça n'a pas l'air de suffire, puisqu'il demande d'autres choses. Il demande à ce qu'on améliore l'effectif, mais lui n'est même pas sûr de rester. Mieux vaut d'abord s'occuper de soi, bien tout caler, surtout dans une période comme ça, quand vous êtes en pleine négociation. Après, est-ce que tu peux le comprendre de dire je prolonge seulement que quand je vois les résultats? J'en Parce reviens. que si je prolonge et que derrière vous me ramenez pas du lourd, J'en je reviens me fais à un ce petit qu'on peu avoir. disait tout à l'heure, le club doit rester toujours au-dessus de n'importe qui, qu'il s'appelle Kylian Mbappé, qu'il s'appelle Neymar, Ronaldo, celui que vous voulez. J'estime que le club doit toujours rester au-dessus. Et si vous frappez un grand coup, vous montrez à tout le monde que le club est toujours au-dessus. Mais c'est pas facile. Dans notre position à nous, c'est simple d'en parler et de le dire comme ça. Quand on est à la tête de ces clubs-là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, je suis mitigé. Mais là, Alors Mbappé- juste, Youssef, avant de te faire intervenir, on va écouter la deuxième Ok, partie pas de souci. de l'interview d'Mbappé. Là, c'était avec Laure Boulot. Elle lui remettait son trophée de meilleur joueur de la saison. Je vous laisse écouter. Que voilà, ce que je veux, moi, c'est gagner. Sentir d'être dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Et ça, c'est le plus important. Je mange football, je vis football. Ça. Et donc, Ça le se projet voit. sportif est primordial. Ouais, tu C'est veux ce qui compte. une C'est ce qui certitude compte. pour, Je pense que c'est pour les important. victoires. Je pense que c'est important. Après, non, certitude de victoire. Il n'y a qu'une équipe qui gagne. Hein. Il n'y a qu'une équipe qui gagne. Certitude de victoire, c'est quoi? On parle de la Champions League. Champions League. Il n'y a qu'une équipe qui gagne. Ça veut dire que les 31 autres, elles sont mauvaises? Non. Mais sentir que, voilà, on part avec une équipe pour faire quelque chose. Et après, c'est nous, les joueurs aussi, on doit jouer. C'est à nous de montrer ce Alors, on a deux visions. On a celle de Smaïl qui dit le club doit toujours rester au-dessus, mais finalement, est-ce que c'est pas même intéressant aussi d'avoir un joueur avec cette mentalité-là qui va pousser le club à revoir ses exigences à la hausse? Youssef? Moi, il y a deux choses, Saïd. La première chose que je veux souligner, c'est mon interprétation personnelle. Pour moi, il prépare son départ. Pour moi, cette communication-là, il prépare sa décision de partir. Parce que s'il serait dans l'optique de rester, il n'aurait pas tenu ce discours-là. Il aurait tenu un discours plus Fédérateur. ouais, plus fédérateur. Plus Et lisse. il aurait minimisé la défaite. Bien Il sûr. aurait dit ça peut arriver, on a perdu, on va se souder. Il Là, le c'est dit pas dans l'histoire l'interview, qui tient. il le dit. Il dit que ce qu'on a fait avant était tellement extraordinaire que voilà, ça prouve aujourd'hui qu'en ne gagnant pas, ce qu'on faisait avant était C'est incroyable. Oui, la première mais fois là- qu'il n'est pas champion. Oui, c'est vrai. Mm. Et, C'est vrai, il y a pire comme désillusion. non, et deuxième chose sur Mbappé, moi son discours je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment il parle d'argent. Après je ne suis pas dans le bureau avec ce qui se passe entre lui et Nasser, mais en tout cas publiquement il fait comprendre que l'argent c'est pas sa priorité. Donc déjà dans le football on parle beaucoup des joueurs qui sont obsédés par l'argent, qui négocient que par l'argent, que c'est le chèque qui l'emporte. Au final là on a un discours différent. Il est d'abord sa priorité, c'est d'abord le sportif. Ensuite quand il dit qu'il n'y a qu'une seule équipe qui gagne, il a totalement raison. Parce qu'on a tenu le même discours avec Guardiola,
Guardiola il a été critiqué je sais pas combien d'années en disant il gagnait pas. Ouais, mais c'est pas parce que tu gagnes pas que tu travailles mal. Donc aujourd'hui, moi je pense que le PSG, pour moi, s'est trompé de signal en faisant prolonger Neymar. De toute façon, je sais que c'est Neymar, il ne regarde pas, donc je peux. Ouais, tu peux y aller. On ne sait pas. Donc, mais De toute façon, en français, il connaît bonjour, merci, donc t'inquiète. Même s'il regardait. Ismaël, il parlait d'institution club. Et en fait, Neymar, depuis qu'il est au PSG, il a montré tout le contraire. Et le signal Exactement. que tu envoies en prolongeant Neymar et en le continuant le statut de tête de gondole, bah, c'est qu'on continue sur la même politique. Donc Mbappé, il n'est pas plus bête qu'un autre. Mbappé, il a aussi son ego. Il sait ce qui se passe au PSG et en interne et sur le terrain. Et il a dit un projet autour de moi. C'est vrai, très important. Mais là, c'est quand même fou la déclaration. Parce que là, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Là, ça veut dire qu'en gros, il faut se réveiller, il faut recruter des bons joueurs. Donc, en quelque sorte, tu envoies le message que Leonardo, il s'est complètement gouré. Tiens, premièrement. Deuxièmement, les joueurs qui sont autour de toi, bon, hormis Neymar, etc. hein, mais les joueurs qui sont autour de toi, bon, je pense qu'on a tous les mêmes. Hein, Danilo, Bakker, etc. Toi aussi, faut pas les braquer avec toi. Voilà, ah non, faut pas les braquer avec moi, ça c'est sûr. Mais je pense qu'aussi, avec ce message-là, ça veut dire, en gros, vous n'avez pas le niveau et moi, je peux pas continuer avec vous. Mais imaginez juste un instant, bon, ça c'est vraiment en cas de vraiment désillusion pendant le mercato estival, mais imaginez qu'il parte pas et qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau de son transfert. Juste imaginez. Mais Voilà. justement, Et c'est même- pour ça qu'il prolonge pas Voilà, en exactement. attendant qu'il y ait des améliorations. Exactement. Mais même ça, ce message-là, bah, je trouve que bah, c'est un peu limite. Parce que Mbappé, certes, il a été super sur la deuxième partie de saison. Mais pour moi, Mbappé, tout au long de ses années au PSG, bah, en Ligue des Champions, il est loin d'être irréprochable. Cette déjà, année premièrement. Non, je dis depuis qu'il est arrivé au PSG. Ah, d'accord, pardon. Depuis qu'il arrive au PSG. Il est loin d'être irréprochable parce que bah, lui aussi, il s'est raté, il s'est déjà raté, il a déjà fait des mauvaises prestations, etc. Sur la première partie de saison, cette année, il a été quand même très moyen. La première saison, faut pas l'oublier. Hein. La deuxième saison a été exceptionnelle, la première partie de saison a été quand même très, très moyenne. Donc pour moi, voilà, cette déclaration-là, elle est un peu, Moi, je un trouve peu pas que limite. c'est un manque de respect, moi. Moi, pour moi, c'est. Non, un- je dis pas que c'est un manque de, Alors, non, je dis juste pas que c'est un manque de attendez, respect. vu que Moha Je dit dis que pas la que c'est un manque de saison respect. d'Mbappé était Non, la super. première partie, la deuxième partie a été. La deuxième partie, Voilà. on va voir en chiffres ce que ça donne. Vas-y. C'est très intéressant. J'espère ne pas Alors, me tromper. Mbappé, cette saison, c'est quand même 40 buts, toutes compétitions confondues. C'est son record personnel. Alors, seul Lewandowski fait mieux que lui avec 47 buts. Il a 27 buts en Ligue 1 cette année, meilleur buteur et meilleur joueur du championnat. Hein. On va pas se casser la tête, on fait les deux. Et il a marqué contre 25 des 26 équipes contre lesquelles il a joué en Ligue 1, sauf Paris à l'époque où il était à Monaco, qu'il avait affronté 2 fois. Il n'avait pas marqué. Aujourd'hui, est-ce que Mbappé est indispensable au PSG? Ah oui. Ah bah oui. bien sûr. Parce que quand on voit l'interview de Nasser qui dit « Vous inquiétez pas, on travaille, Mbappé sera parisien », je me pose la question, je me dis vraiment, aujourd'hui, le projet est obligé de tourner autour de lui. On peut pas se passer de lui. Il en a envie. Il avait dit il y a quelques saisons aussi à la remise des trophées je veux plus de responsabilité ici ou ailleurs. Ça avait déjà mis le feu à tout le monde. Là, il repart. On peut l'analyser de plusieurs façons. On peut dire qu'il est égocentrique quand il dit je veux que ce soit autour de moi, mais on peut le regarder aussi comme un esprit ambitieux, être très compétiteur. Est-ce que c'est un gros mot d'être compétiteur? Est-ce que c'est un gros mot d'être ambitieux? Moi, c'est plus la forme qui me gêne. Sur le fond, qu'il ait envie de gagner des titres, qu'il ait envie d'avoir les meilleurs joueurs autour de lui. Mais quand vous êtes dans un vestiaire tout au long de ces journées, vous pouvez pas dire, comme il y a pu avoir sur le terrain, l'attitude de Neymar contre Manchester City, montrer typiquement à un des joueurs sur le terrain, bah, t'es pas au niveau. Mais ça se voit en district. Exactement. Ça se voit pas au haut niveau, ça se voit pas au Paris Saint-Germain, ça se voit pas en demi-finale de Ligue des Champions. Ça se voit pas ailleurs qu'au PSG. Donc, je pense qu'il est plus indispensable au PSG que Neymar. Parce qu'il a plus d'avenir, parce qu'il a été. Il a plus de statistiques aussi. Il est plus été efficace. beaucoup plus décisif Bien sûr. que Neymar. Mais on en revient à la même chose. S'il a envie de partir, il faut pas se Alors en mettre, tout cas, il a envie de prolonger. S'il prolonge, ce serait à courte durée. Ce serait 1 an, 2 ans, voire 3 maximum si le Paris arrive à allonger 3, mais ce ne sera pas plus que 3 ans. Ce qu'il dit Ismaël, ça rejoint quelque part ce que je dis. C'est qu'en soi, dans le fond, il a pas tort. C'est vrai qu'il faut changer les latéraux, c'est vrai qu'il faut trouver 1 ou 2 meilleurs milieux de terrain. J'ai pas dit les noms, moi. Voilà. C'est vrai qu'il faut trouver un vrai Moi, j'irais remplaçant. braquer qu'avec Smile, les gars. Je pense que c'est plus safe solution. C'est vrai qu'il faut trouver un remplaçant, Thiago Silva, etc. Ça, tout le monde le sait. Mbappé, voilà, il nous apprend rien. Mais que ce soit lui qui le dise,
dans cette forme-là. Après, c'est aussi une forme de pression sur sa direction. Oui, de dire, c'est une forme de pression. On a vu, et c'est toujours plus facile quand on a vu. Moi, ce que je dis toujours, Saïd, ce que je dis toujours, c'est t'as des choses que tu peux dire en interne, t'as des choses que tu ne peux pas dire, que tu dois garder en interne. Pardon, excusez-moi. Voilà. Pour moi, tous ces problèmes-là, il peut en parler avec Leonardo, avec Nasser, etc., en tête-à-tête, voilà, etc. Mais là, le problème, c'est que le problème de dire tout ça devant les gens, etc., en soi, il a raison. Et Neymar qui le dit sur le terrain et qui se fait prolonger avec le tapis rouge, ça te dérange pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais au final, donc le signal par rapport au club. J'ai jamais dit le contraire. C'est que le club, en fait. On parle de Mbappé. Non, mais le club ne fait pas attention à ça. Après, je pense que si le club fera attention à ça. est plutôt content de la prolongation de Neymar. Ah bah bien sûr. Non, sur le discours le joueur doit respecter le club. Neymar, ce qu'il fait, il respecte pas le club. Et pourtant, Après, mais qui respecte le club? Moi, je trouve pas que les propos de Kylian Mbappé vont à l'encontre du club. Enfin, pour moi, ces propos ne sont pas dans l'irrespect. Moi aussi. Bien au contraire. C'est ce que je pense. Au contraire, moi je le vois un peu comme. Moi, je trouve ça intelligent. Oui, exactement. Moi, je le vois un peu comme, ok, les gars, vous dites que moi, je suis indispensable, mais moi, je peux pas faire le taf tout seul, en fait. Au contraire, moi, je trouve que c'est une certaine forme d'humilité également. C'est vrai que ça peut l'être. En tout cas, c'est deux visions différentes des choses, deux sensibilités différentes. Moi, je le prends comme ça parce que voilà, je pense que malheureusement, t'as vécu dans un groupe, t'as vécu des choses avec des joueurs, etc. De le dire comme ça, tout fort. Sauf si je trouve que c'est un peu limite. Mais je trouve pas non plus que ce soit un manque de respect. Je trouve que la forme, elle est limite. On va pas s'éterniser sur Kylian Mbappé, on va passer à l'Euro. Très important. Il y a une liste de l'équipe de France à décrypter. Et oui. On passe à l'Euro. Alors avant de passer à l'Euro, je voudrais qu'on écoute un extrait de l'hymne fait par Youssoupha. Après on va en discuter rapidement. Oui. Qui a fait polémique. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Défendre les lignes et les frères d'armes. Et si ça peut le faire, ça peut faire date. Ça vient des campagnes et des quartiers. Personne va s'écarter, le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens. Ces jours de chance mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de... Alors je sais pas pour vous, mais moi quand j'entends ça, j'ai pas envie d'enfiler mon maillot bleu. J'ai envie de mettre mon gilet jaune et me plaindre de la misère sociale dans ce pays. Je suis désolé, Yous, t'es mon gars, on a travaillé ensemble et tout. C'est très bien écrit, mais je suis pas dans un mood supporter. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est fédérateur parce que ça parle de valeurs collectives. Ça, c'est très bien écrit en revanche. Ah bah ouais, bon en même temps c'est Youssoupha. C'est Youssoupha. Donc, il a plutôt une très très belle plume et sûrement une des plus belles plumes en France. Après, entrer dans tous les autres débats, c'est peut-être donner de l'importance à des gens qui sont pas concernés par... Non, moi je parle vraiment musicalement. Non, moi musicalement ça va, mais je sais où tu veux en venir. Entrer dans ces débats et porter le débat sur d'autres thèmes qui intéressent peut-être d'autres personnes qui ont des idées qui correspondent peut-être pas trop aux valeurs qu'on peut avoir au foot et aux valeurs de supporters de l'équipe de France. Je crois que ces gens-là sont plus contre Youssoupha que contre la chanson en elle-même. Fallait piquer. Surtout que c'est super bien écrit. En plus, Youssoupha, c'est quelqu'un de très intelligent. Dans le rap, c'est pas le mec qui écrit des phrases insensées, puis il y a déjà un passif, etc. C'est un mec qui écrit super bien ses textes. Là, franchement, c'est super bien écrit. Mais est-ce que c'était pertinent de le choisir lui pour l'hymne, sachant que mais pour quand moi, on voit par rapport au style de VG Dream, où c'est beaucoup plus dansant, pour moi, c'est un etc. super signe, justement. Parce que c'est un mec qui représente, voilà, à un moment donné, on n'arrête pas de stigmatiser les quartiers, etc. Lui fait ça, ce rappeur-là, etc. Youssoupha, c'est un mec qui vient des quartiers, c'est un mec super intelligent. Voilà, là, peut-être que des mecs qui l'ont stigmatisé, qui ont un peu parlé mal de lui, enfin, même beaucoup, même. Là, il a montré que, en gros, lyricalement, c'est beau ce qu'il écrit. Et pourtant, c'est un mec qui vient des quartiers, et c'est un mec typé noir, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est beau. Moi, je trouve que c'est bien. C'est une bonne chose que ce soit lui qui l'ait fait. Alors, on referme la parenthèse musicale. C'était vraiment juste sur les sonorités. On va forcément parler du retour de Karim Benzema en équipe de France, qui est très très surprenante. Un retour, on s'y attendait pas. Est-ce que Didier Deschamps a effacé la plus grosse ombre de son mandat avec les Bleus? Ismaël? J'attends de voir les résultats, mais il a fait preuve d'une grande intelligence à plusieurs titres, des titres sportifs, titres communication, titres politiques aussi. C'est quelqu'un de très intelligent
tout est mesuré. La base, c'est qu'il y a un vrai besoin sportif et d'avoir fait passer le besoin sportif, l'intérêt sportif de l'équipe de France, qui est aussi le sien à Didier Deschamps, c'est une forme d'intelligence. Donc ça se salue. Certains diront il a fait ça parce qu'il n'avait pas un Giroud au top. Bah oui. Oui, donc il l'a fait, on va pas lui reprocher. Si Giroud marque cette saison 35 buts, ça m'étonnerait que Karim Benzema soit appelé en équipe de France. Il n'est pas au niveau pour être l'avancante titulaire de l'équipe de France, Olivier Giroud. Il n'y a personne qui se détache derrière. On l'appelle Karim Benzema. Moi, je pense pas ça. Hamida, juste voilà, sur le retour de Karim Benzema, comment tu le jauges, toi? Et après, moi, on passera avec toi. Pas de souci. Non, moi, je trouve que c'est un message fort de la part de Deschamps. Après, je pense qu'il avait pas le choix en vrai, parce que sportivement tu peux rien lui reprocher. Après ce qui se passe en dehors du terrain, voilà, la justice a tranché, il me semble, et voilà. Et puis aujourd'hui, Karim Benzema avait l'opinion publique derrière lui, les médias derrière lui, donc forcément fallait que Didier Deschamps s'apaise et qu'il fasse primer le besoin sportif et le besoin de la France avant lui, quoi. Moha, tu voulais dire? Oui, je voulais dire quelque chose. Là où j'étais pas d'accord avec Ismaël, bon après on ne saura jamais de toute façon. Mais moi je pense vraiment que même si Giroud était au top, il aurait appelé Benzema. Je pense que ils ont parlé. Benzema, c'est le meilleur attaquant français de toute façon, l'un des meilleurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur de l'histoire peut-être. Mais moi je pense sincèrement que même avec Giroud au top, je pense sincèrement que Benzema serait en équipe de France. Parce que quand on entend Deschamps en conférence de presse, ce qu'il dit, c'est qu'ils ont parlé il y a un moment. Il n'a pas dit le lieu, il n'a pas dit la date, etc. Il a dit que c'était il y a un moment. Si c'était il y a un moment, on peut prétendre que voilà, ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. etc. Chacun sa définition de il y a un moment. Voilà, exactement. Donc ça peut être hier, ça peut être voilà. Mais en tout cas, moi je pense sincèrement que voilà, quoi qu'il arrive, et même quand il y a un journaliste qui lui a posé la question, oui, mais s'il y avait eu 23 joueurs, est-ce qu'il y serait? Et il dit, on parle de Benzema quand même. Il a été fort voilà. en communication. Elle a été bon. Ah non, mais là, très, on très a envie de bon. lui dire, mais Dédé, tu te fous de notre gueule. Ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'on lui réclame. Mais même il y a pas longtemps, Et nous, on encore, a le droit quand il y quand même avait de te poser la question. France-Kazakhstan, il y a un journaliste kazakh qui lui avait dit Karim Benzema, dit et lui a même dit ça c'est un journaliste français qui vous l'a soufflé, allez merci, au revoir. Exactement. Et là il te fait passer pour un fou en Exactement. mode mais comment ça tu me poses une question sur Karim Benzema? Oui. Non, mais tout ça pour dire que moi je pense sincèrement qu'il l'aurait pris. Après, on le saura jamais. Alors avant de développer le débat sur Karim Benzema, je propose que tu nous fasses ta palette. Bien Comme sûr. ça on va avoir de la matière. Bon, on connaît tous les qualités de Benzema, mais je voulais vraiment appeler cette palette tactique l'art du déplacement. Pourquoi? Parce que je pense que Benzema est un profil de joueur que l'équipe de France a besoin. Dont l'équipe de France a besoin, pardon. Donc il y a plusieurs facettes du jeu de Benzema. La première, c'est ses déplacements et son apport dans le jeu. On voit déjà, première séquence, Benzema qui va proposer dans la profondeur et l'intelligence qu'il a, car il sent pas le coup individuellement, l'intelligence qu'il a pour venir décrocher et juste venir faire jouer en appui pour faire développer le jeu. La deuxième séquence, on le voit ici, avec Benzema qui est complètement statique, qui est aux abords, au contact direct avec le défenseur. Et dès que Modric vient face au jeu, il vient décrocher dans l'espace libre encore une fois pour faire avancer le jeu. Voilà. Ici, une troisième séquence où Karim Benzema va premièrement dans la profondeur. Il voit que Valverde va dans la même zone, mais lui décide de rentrer intérieur plein axe pour jouer en déviation avec Valverde justement. Et en fait, là où il est fort, Benzema, c'est qu'il s'adapte au déplacement adverse et il s'adapte par rapport au déplacement de ses coéquipiers. Et ça, c'est exceptionnel. Là, cette situation-là, elle est peut-être anodine, mais elle est très, très révélatrice. Odegaard a le ballon, il vient d'abord déclencher un appel dans les pieds, et dès que Vinicius Junior a le ballon, il enclenche directement un appel dans la profondeur. Et pour moi, ça, c'est un besoin que Didier Deschamps a en équipe de France. Là, ici, on voit, là, j'ai sélectionné 3-4 buts. Benzema qui est complètement aux abords de la surface de réparation, les défenseurs de Villarreal qui vont anticiper le centre, qui vont tous être en déséquilibre total face à leur but, et Benzema qui est le seul qui vient décrocher pour être libre dans l'espace libre, encore une fois, et qui vient marquer. Autre séquence, encore une fois, Benzema qui se retrouve ici en 9,5-10, alors c'est pas vraiment un attaquant sur cette séquence-là, il est là, tranquille. Il attend le bon moment pour changer de rythme et pour accélérer et pour créer la surprise dans la surface adverse. Et regardez, dès que Kroos a le ballon, il vient
se retrouver en position de hors-jeu. Donc là, j'ai fait la ligne de position de hors-jeu. Et regardez ce qui se passe. Le mec est servi. Pourquoi ? Parce que il a surpris tout le monde sur son appel. Et là, c'est pareil. Il se retrouve en tant que milieu relayeur, quasiment milieu relayeur. Il est au milieu de terrain. Regardez. C'est même pas un attaquant. C'est fou quand même quand on décrypte. Et regardez, il est là. Il va même pas aux abords de la surface de réparation. Il attend. Il attend le ballon dans les pieds parce qu'il décide que c'est lui qui va faire le jeu. C'est lui le dépositeur du jeu. Et regardez son attitude quand il a la balle. Il voit le petit espace, il accélère, il va percuter. Il donne le ballon à, je crois que c'est Casemiro qui lui redonne et but. Alors qu'à la base, c'était un positionnement de milieu de terrain. Et ça, c'est une autre action très criante. C'est qu'il dézone encore complètement. Il est complètement là-bas. Normalement, c'est Vinicius Junior qui a ce rôle-là. Normalement, il aurait pu se trouver dans l'axe, en plein axe, entre les deux défenseurs centraux. Non, lui décide d'aller sur la gauche du front de l'attaque et il vient percuter pour rentrer et frapper. Donc pour moi, pourquoi j'ai voulu faire une palette tactique sur Benzema, c'est parce que déjà, on connaît tous ses qualités techniques, intellectuelles, etc. Mais surtout, je pense que l'équipe de France sur le front de l'attaque manque de joueurs avec des déplacements comme lui. Et avec ses déplacements, rien qu'avec ses déplacements, il arrive à créer des décalages, il arrive à s'adapter aux autres, il arrive à s'adapter à ses coéquipiers, et c'est ça qui fait sa force. Alors justement, c'est une question que je vais vous poser à tous. Comment inclure Benzema dans ce 11 de l'équipe de France, Youssef ? C'est pas compliqué d'inclure Benzema dans une équipe. En fait, on a juste à le laisser faire, parce que c'est un joueur qui est super intelligent, c'est un joueur qui est bon, peu importe qui on lui met autour. Et enfin, vu l'attaque de l'équipe de France aujourd'hui, franchement, moi je suis pas inquiet, que ce soit Griezmann, que c'est un joueur intelligent et talentueux, que ce soit Mbappé, que c'est talentueux. Là, l'équipe, elle est facile à faire. Après, le système de jeu va évoluer, puisqu'avant, avec Giroud, on joue avec un point d'appui. Avec Benzema, on va plus du tout jouer comme ça. Est-ce que ça va être facile à mettre en place ? Est-ce que les matchs amicaux vont suffire, Hamida ? Je pense que oui, avec Karim Benzema, l'expérience qu'il a, que ce soit même avec Mbappé ou Griezmann, je pense que ça va être facile. Après, voilà, ça reste quand même de l'inconnu. Je pense qu'il ne faut pas trop, entre guillemets, s'enflammer. Mais franchement, c'est fastoche. T'as Karim Benzema. Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait ? Smaïl, j'ai l'impression que tu fais partie de cette mouvance fastoche. C'est pas dur. Non, mais tout a été dit. La palette a montré. C'était une vraie belle mise en image de ce qu'apporte en plus Karim Benzema sur ses déplacements, sur la variété de ses déplacements. Du coup, sur sa complémentarité avec les autres. Quand on regarde beaucoup les matchs de l'équipe de France, on s'aperçoit que l'équipe de France, elle est très souvent faite pour faire briller Antoine Griezmann. Il l'a fait, il a été performant avec l'équipe de France. Elle n'est pas faite autour de Kylian Mbappé, cette équipe de France. Imaginez Antoine Griezmann. Elle a été juste pendant la Coupe du Monde. Elle a été pendant la Coupe du Monde quand il y a eu le jeu de transition. Là, avec Antoine Griezmann, le fait d'avoir un joueur qui décroche, le joueur qui va prendre un appui, le joueur qui va prendre la profondeur. Tu as montré à un moment une action, je crois que c'était contre Grenade, avec un ballon qui est sur le côté droit, Benzema qui décroche et qui joue en déviation en une. Je ne sais plus qui arrivait lancer, je crois que c'était Valverde. Imaginez Antoine Griezmann qui aime aller dans le couloir droit, Kylian Mbappé qui va un petit peu dézonner, Benzema qui décroche en une par-dessus, l'autre c'est un TGV. Tout est fait finalement pour que ça se passe bien et pour que ce soit complémentaire. Mais là où moi je veux aussi insister, c'est qu'il ne faut pas oublier ce qu'a fait Olivier Giroud et ce qu'il a pu apporter comme possibilité dans le jeu de l'équipe de France. Olivier Giroud, personne ne lui a demandé de prendre la profondeur. Bien sûr, parce qu'on lui il avait un jeu très très utile qui permettait aux autres d'être sublimés. Donc il y avait des choses à faire. Ce qu'apporte Karim Benzema, c'est plus de variété par rapport à Olivier Giroud. Karim Benzema, il est capable d'être ce point d'appui. Il est capable de sortir complètement de la ligne défensive adverse. Il est capable au contraire de venir être le joueur qui va caler le ballon, caler les défenseurs, permettre à tout le monde de monter et donner d'autres appels. Ce qu'apporte Karim Benzema, au-delà du talent, de son efficacité, de ses buts, de son palmarès, de son expérience, c'est cette variété. Quand vous avez Olivier Giroud, vous vous dites, ils vont le chercher en point d'appui. Si on arrive à le sortir et à ne pas lui permettre d'être trouvé par ses partenaires, on peut l'empêcher de jouer, on peut l'empêcher d'exister. Karim Benzema, si vous l'empêchez d'être trouvé dans les pieds en point d'appui, il va décrocher dans l'axe, il va décrocher à droite, il va décrocher à gauche, il va demander la profondeur. Du coup, Smaïl, est-ce qu'on va avoir comme palette. Est-ce qu'on va avoir une équipe de France plus jolie à voir jouer, parce qu'on est souvent critiqué sur cette équipe de France là. Est-ce que la philosophie de l'équipe de France va enfin changer avec l'apport de Karim Benzema ? Je crois qu'il n'y a même pas besoin que la philosophie de Didier Deschamps change. Quand vous avez un joueur comme ça, quand vous avez ces possibilités là, de toute façon,
les enchaînements, les circuits de passe, les combinaisons vont changer et vont donner plus de talent à l'équipe de France. Et surtout, en fait, ça serait contre nature pour Deschamps. Ça serait même, en fait, il se tirerait une balle dans le pied tout seul. Parce que demander à Benzema, à Griezmann, à Mbappé ou à un quatrième offensif comme Dembélé ou Coman de ne pas jouer, de rester bloc bas, de défendre, de faire la bagarre, c'est pas leur style de jeu. Donc en fait, à partir du moment où il décide de prendre Benzema et il décide de partir avec lui dans son projet de jeu, c'est qu'il a en tête le fait de le faire briller. Sur certaines configurations de match, est-ce qu'on peut avoir l'association Benzema-Giroud, notamment en cours de jeu, notamment? Est-ce que ça peut fonctionner selon vous? Bien sûr, c'est deux profils complètement complémentaires. Moi, là où je suis d'accord avec vous, c'est que Giroud, bon, c'est pas le meilleur joueur techniquement, le plus beau, le plus élégant, etc., mais c'est un joueur utile. Voilà. Quand Deschamps fait l'Euro 2016, fait ses matchs amicaux, etc., même la Coupe du Monde 2018, il met pas un but, oui, mais l'apport qu'il a sur le front de l'attaque, il est super important. Parce que le profil de joueur qu'est Giroud, c'est le profil de joueur que fallait en équipe de France à ce moment-là. Exactement. Voilà, c'est l'utilité de Giroud le plus qui c'est vrai, pour moi, il y a un match qui symbolise ça très bien. C'était à la Coupe du Monde. Il me semble que c'était le deuxième match de poule face à l'Australie. Il était remplaçant. Et l'équipe de France n'arrivait pas du tout à débloquer le match parce que les Australiens ont joué bloc très bas. Il fait rentrer Giroud et il a libéré un nombre d'espace. Et pour moi, ça c'est le match référence. Quand tu ne comprends pas l'utilité de Giroud, tu donnes toujours cet exemple et tu dis regarde, voilà ce qu'il apporte en équipe de France. Mais après, là où je rejoins Smaïl, c'est que bon, t'as Benzema. Bon, je pense que s'il a pris Benzema, c'est pour commencer titulaire. Hein. Non, mais ça c'est évident. Oui, bien sûr. Mais ce qui est fort avec Benzema, c'est qu'en fait, là où t'as un manque sur chacune des situations du match, t'auras pas ce manque parce qu'il y a Benzema. Il te manque un milieu de terrain sur une situation, un espace libre, etc. Il y aura Benzema. Il te manque un ailier droit parce que il est pas en place, parce qu'il est mal placé ou quoi. Il y aura Benzema, etc. En fait, Benzema, c'est un attaquant, c'est un milieu de terrain, c'est un ailier, etc. Et surtout Moha, est-ce que etc. est le nom de famille de Benzema? Je sais pas, mais en fait, il y a tellement d'autres choses à dire que etc. En fait, là, pourquoi Deschamps, en fait, il fait un coup de maître, c'est que au-delà de son image qui va se redorer, au-delà de l'opinion publique qu'il va avoir avec lui, parce que là maintenant il a gagné et en plus on peut plus lui reprocher d'avoir pris Benzema parce qu'il l'a pris. C'est qu'en plus ces derniers temps, les derniers matchs de l'équipe de France, le jeu offensif s'essoufflait. Et en fait là, pour lui, c'est tout bénéfique. Ça veut dire qu'il a la solution toute trouvée. Exactement. Sans se prendre la tête, la solution c'est en même temps, je redore mon image et en même temps je résous mon problème offensif. C'est du pain béni pour lui. Juste, on fait une dernière page sur l'équipe de France. Une autre surprise, Jules Koundé. Qu'est-ce que ça vous inspire, la convocation de Jules Koundé? Est-ce que vous êtes satisfait? Alors, il y avait beaucoup d'options. Il y avait Jules Koundé, ça pouvait être Théo Hernandez, ça pouvait être Wesley Fofana. Finalement, ça a été Jules Koundé. Agréable surprise? Moi j'aime bien, ouais. J'aime beaucoup Jules Koundé, j'aime aussi son profil capable de porter le ballon, on l'avait vu en Coupe d'Espagne, c'était contre le Barça. Donc il a ça. Est-ce que ce sera dans des consignes où il aura la possibilité de faire ce qu'il a fait ce soir-là dans un match incroyable? Il avait marqué contre le Barça. Il apporte cette nouvelle possibilité, cette nouvelle panoplie pour la défense centrale qui souvent a manqué de dépassement de fonction, de joueurs capables de porter le ballon, casser une ligne. Il y a un espace devant toi, prends-le, attaque-le, monte avec le ballon, apporte un petit peu plus de monde. Et puis Jules Koundé est quelqu'un de très très intelligent, au-delà du foot, de très très intelligent. C'est pas celui qui vous embêtera dans le groupe et je pense que Didier Deschamps le sait parfaitement. Alors justement, Hamida, sur Jules Koundé, est-ce qu'il peut prétendre à une place de titulaire dans cette équipe? Parce que voilà, la saison de l'Anglais, que ce soit de Varane ou de Kimpembe, elles sont correctes, sans plus. Là, il a une vraie carte à jouer. Qu'est-ce qu'il peut apporter dans cette équipe de France-là, dans un poste de titulaire? Moi, je pense qu'offensivement, il peut énormément apporter. J'ai vu une stat, je crois qu'il a réussi 887 passes vers l'avant cette année en Liga. C'est incroyable. J'ai vu une autre stat, c'est 98,7% de passes réussies. C'est énorme. Je pense qu'offensivement, il peut apporter. Et puis aussi il peut également ramener de la sérénité en fait, en défense. Et comme tu l'as dit, Smaïl, il va permettre à l'équipe de France d'aller vers l'avant, de casser des lignes. Et franchement, pour moi, je pense qu'il peut prétendre à une place de titulaire complètement. C'est vrai, beaucoup de sérénité dans la relance, notamment quand on entend tes stats, Hamida. C'est assez impressionnant. Youssef, on va terminer sur Jules Koundé. Ouais, très rapidement, juste Didier Deschamps en conférence de presse, il a précisé qu'il pouvait jouer latéral droit. Ouais, et ça, c'est pas innocent. Ça veut dire que je pense qu'il sait qu'aujourd'hui, Varane, il est indiscutable. Il y a Kimpembe qui est un gaucher, l'Anglais qui est un gaucher. C'est pas les grandes habitudes Deschamps de changer de central. À mon avis, il a un plan B avec, au cas où si Pavard n'est pas performant, on ne peut pas jouer.
Et deuxième chose, n'oubliez pas que c'est un groupe de 26. Et Deschamps, là où il est fort et là où il est malin, il a fait pareil avec Fekir, ce genre de joueurs-là, Nzondi à la Coupe du Monde, c'est qu'il sait que pour gagner, il faut que le groupe vit bien. Donc pour ça, il a pris des remplaçants qui acceptent d'être remplaçants. Et Koundé, Marcus Thuram, par exemple, il sait qu'il sera en Koundé, tribune, c'est le remplaçant parfait. Il En se tribune, plaindra pas. carrément, Saïd. Bah, de toute façon, il y en a 3 qui seront obligés d'être en tribune. Parce que tu peux inscrire que Tu 23 penses joueurs que dans la Marcus liste. Thuram sera en tribune dans le. Je pense que c'est l'option offensive D'accord, c'est le dernier choix, selon Oui, moi. comme Coman, Dembélé. Oui, tout oui, le bien monde. sûr. Et c'est surtout Moi, lui- j'y ai pas pensé. Oui, c'est voilà, pour pour ça moi, que- c'est celui qui acceptera le plus facilement aussi la décision en se disant bah Il y a un il mec y a qui quelqu'un s'appelle qui Benzema. est Oui, devant aussi, moi. c'est vrai, Il y a c'est un petit vrai. jeune qui s'appelle Benzema, en plus, il a été pris. Ouais. Qui va lui chipper la place malheureusement. Du coup, on passe rapidement à Chelsea, Manchester City, puisque les deux clubs vont recroiser le fer en finale de Ligue des Champions. C'est ce samedi. Alors juste avant, je vais vous faire écouter un son entre les deux, parce que la rencontre sera très très serrée. Les mêmes armes, le même salaire. Les mêmes armes, les mêmes salaires, bah oui. Que la MIF. J'ai pas tout entendu. Ah oui, je t'ai dit, mais pourquoi il met du PNL? Celui-là, ça y est, ça fait plaisir. Les pas mêmes très armes, les mêmes salaires, c'est pour ça que je voulais faire la petite comparaison entre les deux clubs. Youssef, il a vu mon regard perdu. Ouais. Il s'est dit, Je connais pas, c'est pour ça. il s'est dit, t'inquiète, je vais t'aider, je vais te donner la Les reste. sous-titres quand c'est ça, il fait de musique. J'écoute du rap, mais j'écoute Ayam, j'écoute. Ouais, non, c'est la des nouvelle trucs de génération. vieux. PNL. Des trucs de vieux, Je ouais. t'invite à écouter, c'est pas mal. Ils font des trucs assez cool. J'essaierai. je t'invite à je suis regarder. Très conservateur dans le rap. En tout cas, Chelsea s'est offert Manchester City sur les 2 derniers matchs. En FA Cup d'abord, c'était la demi-finale. Chelsea a réitéré la performance en championnat avec une victoire 2-1 sur le fil. Est-ce que Chelsea est le parfait anti-Manchester City, tactiquement parlant? Smaïl, c'est la question la plus dure. Tu dois, Alors, tu dois emmener la barque. oui, parce que Tuchel a parfaitement réussi, mais sur un match comme ça, je vois trop le truc du côté de Guardiola pour inventer quelque chose, pour être surprenant, pour être à chaque fois déstabilisant de partout. Qu'est-ce qu'il va demander à ses latéraux? Comment il va utiliser Zinchenko s'il l'utilise? Est-ce qu'il va mettre un 9 ou pas un 9? Comment il va utiliser João Cancelo s'il le fait jouer? Vous imaginez toutes les possibilités. Donc oui, Chelsea a trouvé la solution sur les 2 derniers matchs. J'imagine Après, pour minimiser j'imagine un petit Pep peu la Guardiola. perf de Chelsea, c'était l'équipe B de City en championnat. Et l'autre, c'était un match J'imagine de FA Cup. Guardiola tellement tordu qu'il est capable d'avoir donné des fausses indications. Et il veut tellement être acteur de la voilà, victoire exactement. qu'il faut qu'il ait sa patte. Et je me dis qu'il va trouver quelque chose, sortir un truc Ouais. encore. Donc Chelsea a de vraies armes, a de vrais arguments. Pas seulement parce qu'il a battu par moment une équipe B de Manchester City, mais je crois qu'il est trop programmé en arrivant en finale, Guardiola, pour la laisser passer. Pareil, Hamida, Guardiola a tout prévu. Thomas Tuchel n'a pas de chance face à un Guardiola qui attend ce moment depuis plusieurs années. Hein. Tu veux ma réponse objective? Ta réponse objective. Non, je rejoins Smaïl. Je pense que déjà Manchester City a l'ascendant psychologique. Ils sont champions d'Angleterre. Ils ont 20 points de plus que Chelsea. Pour moi, et puis ils ont Guardiola. Le coup de génie, le coup d'éclat, il va venir facilement. C'est vrai qu'il l'avait fait notamment contre le PSG quand Complètement. au match aller Ça fait 3 semaines qu'il prépare la finale. Voilà, quand Paris Il dominait, plus au championnat. quand Paris dominait, il n'avait pas beaucoup changé son effectif. Il a simplement fait rentrer Zinchenko à la place de Cancelo qui faisait un mauvais match. Zinchenko 3 minutes plus tard, passe décisive pour Kevin De Bruyne et la suite, vous la connaissez. Alors, sur Manchester City, est-ce que Manchester City, d'un autre côté, n'a pas plus la pression que Chelsea? Parce que depuis le rachat en 2008, c'est la première finale. C'est un moment très attendu, alors que Chelsea, voilà, Thomas Tuchel est arrivé en cours de saison, on les attendait pas là. Finalement, est-ce que cette pression peut devenir négative, Youssef? Après, il faut l'assumer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Manchester City a des gros moyens et en plus, ils affichent leur ambition. Ça veut dire que l'ambition du club, c'est de gagner avec des champions. C'est un peu comme le PSG. Donc, quand on y est, ils peuvent pas aujourd'hui dire « Ah bah, on y est, c'est du bonus ». Non. L'objectif, c'est de la gagner, donc ils y sont. Guardiola, c'est pas le genre à se défiler. Dans l'effectif de City, à part Phil Foden, qui est un jeune et encore, on parle d'un surdoué, ils ont pas des gamins dans l'équipe. Ils ont quand même des mecs qui ont de la bouteille et qui ont de l'expérience. Donc pour moi, la pression, ils vont l'assumer. Après, Chelsea, ils étaient ce week-end ils avaient justement une grosse pression sur eux et ça s'est mal passé pour eux. Donc, est-ce qu'ils vont bien réussir à gérer la pression lors de la finale? Même s'ils auraient rien à perdre, attention, une finale, ça reste une finale. Hein, c'est vrai que Chelsea a perdu ce week-end face à Aston Villa. Moha, est-ce que Chelsea doit accepter de souffrir face à Manchester City pour espérer peut-être les avoir en compte, comme un petit peu la finale qu'ils avaient faite en 2012, qu'ils avaient gagné, accepter de souffrir
essayer de battre City en contre, parce que City va forcément dominer le ballon. Pour moi, non. Pour moi, non, parce que Chelsea doit pas accepter de subir, justement. Chelsea a, pour moi, les armes tactiques, dans ce que je vois de Tuchel depuis qu'il est arrivé, a les armes tactiques pour embêter Manchester City. C'est vrai que Manchester City, moi, je rejoins Smaïl. Toi, tu les vois jouer haut dès le début, je les vois jouer haut, agressif, beaucoup d'intensité, mettre un pressing très haut, avoir des pistons. Bah, je pense qu'il va pas changer son système de jeu à ce match-là, mais avoir des pistons qui jouent très très haut, moi, je pense ça. Et Tuchel se tromperait s'il changerait sa philosophie, pour moi en tout cas, changer sa philosophie sur ce match-là, parce que Chelsea, ce qu'il leur réussit depuis que Tuchel est arrivé, c'est que tactiquement, déjà premièrement, il y a une assise défensive qui est exceptionnelle, déjà premièrement. Un gardien exceptionnel aussi. Un gardien exceptionnel aussi. N'Golo Kanté. Exactement. Et deuxièmement, moi je parle à chaque fois de la mentalité psychologiquement, etc., des attitudes que les joueurs ont. Les attitudes que les joueurs ont, c'est quand on n'a pas la balle, on va presser haut, on met beaucoup d'intensité, on récupère, etc. Et puis surtout, comme il a dit Ismaïl, ils ont N'Golo Kanté. Justement, N'Golo Kanté, on vous a préparé une petite affiche sur N'Golo Kanté. Est-ce que le match va se jouer sur le dévouement physique? T'es fort en ce moment, Saïd. Je suis en forme en ce moment. Oh là, je sais pas ce que t'as vu avant de préparer l'émission. Incroyable. Non mais tu m'as dit tu fais venir Smaïl, je me suis dit j'étais à deux doigts de mettre un costard, je te dis la vérité. Non mais est-ce que voilà, le match Hamida va se jouer sur le dévouement physique? Est-ce que la compensation, on sait qu'N'Golo Kanté va courir pour 1,5 au moins? Est-ce que ça peut se jouer sur ça? 2, Smaïl, 2. Je dis minimum 1,5 hein. On joue prudence. Je pense que oui, quand on regarde le match contre Paris, ce qui a aussi pêché côté parisien, c'est le milieu de terrain. Là, quand t'as N'Golo Kanté, t'es serein. On sait qu'il va faire les efforts pour 2-3 joueurs, etc. Après voilà, il y a Riyad Mahrez en face. Fallait que je la place. Fallait que je la place. Justement, alors moi j'avais préparé une question sur Mahrez. T'avais fait une interview de Riyad Mahrez où sur N'Golo Kanté il disait sur le terrain, même quand tu tournes à droite il est là, quand tu tournes à gauche il est encore là. C'est incroyable. Et en fait contre le PSG, Manchester City, au milieu de terrain ils les ont mangés. Exactement. Et Paris n'a pas de profil comme N'Golo Kanté. Donc c'est peut-être ce joueur-là qui va faire équilibrer la balance. Mais moi, là où je réponds à ta question, Saïd, c'est est-ce que le match va se faire en tout cas, est-ce que, voilà, par rapport au dévouement, mais bien sûr, déjà parce que ces deux profils d'équipe déjà anglaise déjà premièrement, ils ont une intensité énorme à chaque match, etc. Et puis je le dis à chaque fois, sans attitude. Ça veut dire à la perte de balle, à la récupération, dans la détermination, dans la rigueur, etc. Tu peux pas réussir, c'est impossible. Et moi, ce que je dis par rapport à Tuchel depuis qu'il est arrivé, c'est qu'il a réussi au-delà de ses principes qui sont bien et que j'aime bien. C'est l'état d'esprit, il est extraordinaire à Chelsea. Ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Je vous cite une blague, c'est Abdé qui me la donne de la régie. Alors il m'a mis ça comme si c'était un grand philosophe. Il m'a mis Mohamed Eni, 2 points, j'ouvre les guillemets. Kanté, il te dit va voir ailleurs si j'y suis. Et voilà, il y est. C'est pas mal. J'y ai pensé en plus. J'ai hâte de voir ce que va faire Guardiola contre N'Golo Kanté. J'imagine bien un piège pour l'attirer, pour le faire dézonner, pour le faire sortir justement du milieu de terrain. Ça va être passionnant. Franchement, au-delà de l'enjeu, du match, de l'affiche, la bataille tactique. Et l'autre est tellement fou qu'il est capable d'inventer sur un match un truc depuis un 2-4-3 quand il a demandé aux latéraux de jouer plein axe comme s'ils étaient deux milieux de terrain. Quand il a commencé à jouer son numéro 9, il a dit à Fabregas maintenant tu vas être numéro 9. On était tous non mais déjà il a attrapé Zinchenko qui est milieu offensif, il lui a dit toi c'est à gauche cette année. Voilà, donc c'est surprenant et je suis persuadé qu'il y aura quelque chose pour attirer, pas pour le déstabiliser mais pour lui tendre un piège, pour le sortir, pour minimiser son influence. Pour minimiser son influence. Et moi j'ai juste une question à vous poser. On voit tous N'Golo Kanté qui fait une saison exceptionnelle. Bon, moi j'aime énormément le joueur. Est-ce que pour vous, si à un moment donné il fait une grosse finale, qu'il la gagne ou qu'il la gagne pas, je sais où tu vas en venir. Voilà, et que il gagne l'Euro ou alors qu'il fait une belle compétition à l'Euro ou pas, est-ce qu'il peut être Ballon d'Or? Non mais c'est vrai, c'est une vraie question. Parce que c'est un profil de joueur qui est très discret. J'avais cette question-là, mais pour un autre joueur. Pas vraiment médiatique. Pour Mahrez. Oui. C'est vrai. Ouais. Bah oui. Mais c'était pas dans le conducteur parce que on dirait qu'il lui a annoncé qu'il lui faisait un cadeau. Ça fait plaisir. C'est vrai, ça c'est vrai. Est-ce que N'Golo Kanté pour vous ça peut être un joueur qui peut prétendre à ce statut-là?
Bah oui, 1 milliard de fois. Il est déjà élu meilleur joueur des 2 demi-finales de Ligue des Champions. Imaginez qu'il la remporte. Il pourrait être parmi les meilleurs joueurs de la finale. La dernière finale qu'il a fait, N'Golo Kanté, d'une très grande compétition, ça s'est pas très bien passé. C'était la finale de la Coupe du Monde. Il est sorti parce qu'il avait mal au ventre. Donc ça va être bien de voir aussi comment il Qu'est-ce qu'il est capable de donner à 100%. C'est un joueur, c'est paradoxal parce que c'est un joueur de l'ombre. Parce que c'est un joueur qui fait un travail de sape, mais c'est un joueur qui jouit d'une grande popularité. Bon, il avait été élu meilleur joueur de Première Ligue par les pairs, il me semble. Oui, c'est ça. Après, avec Chelsea. Le titre, non, c'est avec Leicester. Quand il gagne le championnat, il me semble que c'est Mahrez qui ressemble Mahrez est meilleur joueur du championnat. Par les journalistes, et il me semble que les joueurs élisent N'Golo Kanté. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un joueur qui a une popularité et qui est reconnu à sa juste valeur. Donc on sait très bien que le Ballon d'Or, il y a l'aspect terrain, mais il y a aussi l'aspect populaire. Ah oui, bien sûr. Et N'Golo Kanté, c'est un joueur qui est populaire et qui a une grande et qui dégage une grande sympathie. J'en suis persuadé. C'est vrai que même en termes de marketing, je suis d'accord avec toi. Finalement, même si c'est pas le joueur marketing par excellence, il a un marketing, si tu veux, soft. En fait, il est atypique ce mec-là parce que le mec, il vient à l'entraînement Mini Cooper. Il a toujours le sourire. Il repart en trottinette. Voilà, il se montre jamais dans les médias, sur les réseaux sociaux, tu le vois jamais. Il est toujours souriant, tu vois le mec. Il va manger chez ses supporters, etc. Le mec, en fait, c'est le naturel. Exactement. Tu vois. Et en fait, nous, quand on regarde les joueurs de foot, bah on se dit toujours ouais, mais lui, il est trop loin lui. Et quand on regarde N'Golo Kanté, bah en fait, c'est nous. Alors pour terminer, deux questions. La première, c'était sur le Ballon d'Or puisqu'il l'a évoqué. Est-ce que Riyad Mahrez, si par exemple il est homme de la finale, peut prétendre à ce titre cette année? L'Euro va être. S'il met un triplé en finale de Ligue des Champions. S'il met un triplé en finale, il a déjà marqué 3 buts en 2 matchs en 2 demi-finales de Champions contre le PSG. Je pense qu'on pourra en parler et se poser la question après la finale. S'il met un triplé en finale, il nous fait des émeutes sur les champs. C'est clair, c'est incroyable, c'est vrai. Faut oublier le couvre-feu, faut pas oublier, mais les gestes barrières. Hier, il n'y avait pas de couvre-feu par exemple. Mais après la finale, on pourra se poser concrètement la question, je pense. À lui de faire une finale pour qu'on n'ait pas besoin de se poser de questions sur l'issue et les performances individuelles pendant l'Euro. Et la dernière question, je suis obligé de la poser, c'est sur Hakim Ziyech. Alors il a marqué en FA Cup contre Manchester City, il a marqué encore en championnat contre Manchester City. Est-ce que son profil de jeu est assez dérangeant contre Manchester City pour le mettre titulaire? Parce que c'est pas un titulaire en puissance cette année. Est-ce que Tuchel, avec les 2 matchs qu'il y a eu, peut se dire que ce joueur-là va lui servir sur une configuration pareille? J'ai du mal à voir Tuchel changer beaucoup de choses. Et le profil d'un joueur comme lui, je crois que Tuchel a cette constance, cette régularité. Son équipe lui donne satisfaction dans l'organisation tactique, mais aussi dans l'attitude, ce qu'a souligné Mohamed. Donc je vois mal Ziyech commencer le match, mais je vois plus que jamais Ziyech entrer, surtout si c'est un petit peu compliqué pour Chelsea. Si Chelsea mène un but à 0 dans les dernières minutes, c'est peut-être pas Ziyech qu'on verra sur le terrain. Mais si Chelsea est mené, c'est sûr et certain qu'il le fera. Il sera obligé de toute façon. Après, le problème de Ziyech, là, à ce moment-là, c'est pas en soi la qualité du joueur. C'est par rapport au profil de l'équipe et comment Tuchel, il a trouvé son 11 Tuchel. Voilà, exactement. C'est pas contre Ziyech. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens sur Twitter dire mais Ziyech, il est nul en fait. Exactement. Non, mais quand tu vois la manière de jouer de Chelsea, tu sais que ça lui correspond pas. Parce que déjà, le système de jeu, exactement. Le système de jeu, il est pas fait pour lui. Dans le style de l'équipe, que ce soit quand ils ont la balle et quand ils n'ont pas la balle, bah vaut mieux un Reece James, un Chilwell à gauche qui cavale, qui met énormément d'intensité, d'impact physique, etc. plutôt que Ziyech. Et en final, Ziyech au milieu de terrain, t'as Jorginho, etc. T'as Pulisic, etc. Mais Ziyech, à l'heure actuelle, c'est très dur pour moi de le faire jouer sous ce système-là en tout cas. Mahrez serait plus à l'aise à City par exemple. Exactement. Tout Mahrez qu'il est. Avec son titre de champion d'Angleterre avec Leicester, ensuite la saison à Leicester où il va loin en Champions League avec les Foxes, il a du mal au début avec Manchester City. Exactement. C'est pas dès le début qu'il a réussi à être le Riyad Mahrez qu'on voit aujourd'hui installé, titulaire et décisif dans l'équipe de Manchester City. Donc il faut aussi regarder, laisser du temps, avoir de l'indulgence, se dire qu'il peut pas avoir fait ce qu'il a fait avec l'Ajax Amsterdam en étant une truffe, Hakim Ziyech. C'est un super joueur. Un sacré joueur de football par rapport à un entraîneur, par rapport à un championnat, par rapport aussi à une nouvelle équipe dans une nouvelle dimension, un nouveau statut. Et moi, je me fais pas de bile sur la durée pour Hakim Ziyech. Peut-être que c'est pas à Chelsea, peut-être que c'est pas avec un entraîneur comme Thomas Tuchel qu'il arrivera à s'épanouir. Mais depuis qu'il est à Manchester City, c'est Guardiola, Riyad Mahrez. Il a aussi progressé et il a aussi évolué.
Merci beaucoup Smaïl, on arrêtera sur ça, c'était du miel pour mes oreilles. J'aurais pu t'entendre des heures parler de Ziyech, tu sais. Ça m'a fait plaisir, en tout cas c'est déjà la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Merci à toi Smaïl d'être venu. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Bah écoute, si ça t'a fait plaisir, ça nous a fait plaisir. Je revends ta blague au début et à la fin d'émission. Merci Hamida d'être venu. Merci beaucoup. Merci à Mohamed. Merci tout le monde, merci Smaïl. Youssef, notre jeune marié évidemment, les tout beaux, les touches dites. Ah, j'étais pas au courant. Ouais, elle t'attend en haut, t'inquiète, c'est prévu. Si je le suis. Smaïl, t'as eu 10 € pour la date qu'on avait convenu ou pas? Je vais envoyer un texto tout de suite à qui je sais et à qui tu sais pour voir si c'est pas réglé. Oulala, Saïd, t'as mis des gens dans la sauce. Je vais envoyer un message à son papa. Il faut avertir le papa, tu l'as pas prévenu. Là, on te l'a chouma comme on dit. Merci à Flo, merci à la régie. En régie, merci à Hamza qui nous suit toutes les semaines et qui est venu aujourd'hui en plateau nous suivre. On se donne rendez-vous lundi prochain, à bientôt. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Saïd Hamda et son équipe vous donnent rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, retrouvez toute notre actu sur Twitter et Instagram.